Bonjour à tous. On vous fait patienter encore quelques petites minutes, le temps d'accueillir, tous nos les entreprises. Encore une petite minute et on va commencer, à démarrer donc ce webinaire. On va attendre 15 heures quand même par politesse puisqu'on a donné 7 heures. Je vais vérifier également un peu sur les entreprises qui s'étaient positionnées, le temps de voir si on attend une minute, ou 2 de plus. Allez, on va commencer alors tranquillement. Bonjour à tous. Faire rentrer encore une petite personne. Bonjour, bonjour à tous. Donc, bienvenue, pour ce webinaire, spécial Brexit pour, votre filière, cosmétique, beauté. On est ravis, voilà, de vous accueillir et de pouvoir vous proposer un maximum d'actualités sur ce Brexit et de vous parler par la suite, de ce qui se passe au niveau, d'Ad-Hoc, de ses actions. Je vais vous demander, à tous, bien sûr de fermer pour le moment, vos micros, vos caméras, vous signaler que ce webinaire, pardon, est enregistré. Nous pourrons par la suite vous fournir, si vous le souhaitez, certains supports, il n'y a aucun souci. Vous vous remettrez en relation avec nous sans problème. Alors, je vais essayer de passer mes slides. Alors, elle passe pas, c'est hop. Donc voilà l'ordre, du jour, donc une présentation, un accueil général, une présentation, par les bureaux, de Ad-Hoc, donc de Londres qui vous fera une petite présentation du marché, tendances. Interviendront ensuite les services, des douanes donc, de Toulouse pour vous donner donc des derniers points d'actualité. Cosmed, notre partenaire, donc, pour la filière cosmétique, interviendra également pour faire un complément sur la partie réglementation et comme je vous l'ai dit, donc ensuite nous, vous donnerons les dernières infos de nos actions. Voilà, je vous laisse, donc, intervenir monsieur Dessap. Alors, je vois une personne, bonjour. Est-ce que tous Bonjour. les bonjour, est-ce que tous les participants pourraient, s'il vous plaît, fermer donc vos micros et vos caméras pour le moment? Alors bien sûr, vous pourrez, hein, intervenir, poser toutes vos questions, bien évidemment. On est là aussi pour échanger. Merci à tous. Merci beaucoup Nathalie, merci à tous pour votre présence, merci en particulier aux douanes et à Cosmed et au bureau de Londres de la région Occitanie de nous accompagner sur ces questions du marché UK pour la cosmétique. L'agence Ad-Hoc, donc Agence de développement économique de la région Occitanie, est particulièrement heureuse
d'organiser ce webinaire sur un sujet qui suppose de s'intéresser vivement à ce qui se passe depuis le Brexit au Royaume-Uni sur un des secteurs qui nous intéresse le plus, le secteur bien-être et cosmétique, et sur lequel la stratégie proposée aux entreprises par l'agence ADOC consiste, au sein d'ailleurs du Team France Export Occitanie, avec nos collègues de Business France et de la CCI, consiste à maintenir et à reconquérir des positions sur les marchés européens qui restent prioritaires pour nous, notamment pour ce qui concerne le bio et le naturel, comme vous le verrez. Ça concerne toute l'Europe du Nord, y compris le Royaume-Uni, qui nous occupe aujourd'hui, et puis les pays de langue allemande, qui maintiennent pour nous un intérêt fort. Alors, pourquoi le Royaume-Uni, malgré ce contexte post-Brexit? D'abord, je voudrais observer que concernant le Brexit, on est un petit peu dans une phase favorable, c'est-à-dire que après les grands désordres douaniers des débuts, on peut considérer qu'une partie des soucis, en tout cas, mais nos amis des douanes le diront mieux que moi, sont derrière nous et qu'on passe en mode d'opération et de gestion. Quant aux problèmes réglementaires qui pourraient voir le jour plus tard, ils ne sont pas encore vraiment là non plus. Je veux parler de divergence entre les directives européennes et des futures réglementations du Royaume-Uni, étant bien conscient dans ce secteur comme dans d'autres que si le Royaume-Uni a quitté l'Union, ce n'est pas pour continuer à appliquer indéfiniment ces règles, mais bien pour édicter ses propres règles un jour ou l'autre. Ce marché reste et restera sans doute dynamique, avec des habitants qui ont un fort pouvoir d'achat, qui sont des grands consommateurs de produits de beauté. Et nos amis de Business France nous assurent d'ailleurs, avec l'expertise qu'ils ont sur place, qu'il y a des opportunités à saisir auprès des importateurs, auprès des acheteurs, qui restent à l'écoute et à la recherche de nouvelles marques qui souhaitent s'investir sur le long terme au Royaume-Uni. C'est pour ça que le Team France Export Occitanie et ADOC en particulier continuent de s'intéresser à ce marché, de proposer des actions. Et c'est sur ce programme-là et dans cette intention qu'on vous a proposé de vous réunir aujourd'hui. Encore une fois, merci de votre présence. Et Nathalie, si je ne me trompe pas, c'est au bureau de Londres et à Isabelle que je cède maintenant la parole. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur de Sapp. Alors Isabelle, you have the floor. Merci Jean-Marc. Donc j'ai partagé mon écran. Je vais faire une tentative. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien l'écran? Ok. Donc, tout d'abord, merci Jean-Marc. Comme je suis donc la responsable du bureau de la région Occitanie à Londres, pour nous, évidemment, le bien-être, c'est un secteur qui est extrêmement important, qui est prioritaire. Et nous suivons de près le Brexit et particulièrement toutes les conséquences du Brexit et particulièrement les évolutions des divergences réglementaires entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc, si vous avez la moindre question maintenant ou plus tard, n'hésitez surtout pas à nous contacter à Londres. Nous sommes vraiment là pour vous aider. C'est vraiment notre quotidien. De plus, nous avons un bureau qui est positionné au centre de Londres, juste derrière Oxford Street, qui est la rue la plus commerçante d'Angleterre. Et si vous avez besoin d'utiliser des locaux quand vous êtes de passage au Royaume-Uni pour des rendez-vous avec des importateurs, des rendez-vous d'affaires ou même pour venir travailler, vous avez besoin d'un endroit pour être au calme, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. On se fera un plaisir de vous accueillir, de vous héberger de manière ponctuelle. Nous n'avons que des petits locaux avec une salle de réunion, mais vous pouvez utiliser la salle de réunion si elle est disponible. Donc, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Nous allons parler tout d'abord rapidement du Royaume-Uni en termes économiques, puis nous allons voir l'évolution des ventes des produits cosmétiques et particulièrement l'impact de la pandémie, puisqu'on est là pour parler du Brexit. Mes collègues des douanes et de Cosmed vont vraiment vous parler de choses beaucoup plus techniques, mais la pandémie a un impact extrêmement important sur les produits cosmétiques, les ventes de produits cosmétiques au Royaume-Uni. Ensuite, nous allons nous attarder sur les circuits de distribution. Quelles sont les grandes marques, les marques qu'on utilise le plus ici, les tendances, et puis je vais vous donner quelques clés d'accès au marché. Donc le marché britannique, c'est la 5e puissance économique mondiale devant la France.
L'année 2020 avait été une année extrêmement compliquée. On avait eu un PIB qui était en très fort déclin, moins 10%. On avait battu tous les records en termes de mauvaises choses. Heureusement, 2021 a été un peu plus fructueux. Nous avons eu une très bonne croissance de 6,2%. Et finalement, en novembre 2021, le Royaume-Uni, son PIB, a réussi à revenir à son niveau d'avant la pandémie, donc d'avant 2020. La bonne nouvelle, c'est que la croissance du pays devrait continuer fortement sur 2022, puisque les experts estiment qu'elle devrait être autour de 6%. Et c'est-à-dire que ce sera la meilleure croissance de PIB parmi les pays du G7. En termes de dette publique, le pays s'est fortement endetté à cause de la pandémie, quand nous avons eu de multiples confinements. Donc, le gouvernement a dû agir. Il a dû offrir des packages pour aider les foyers, les ménages, ainsi que les entreprises pour résister et pouvoir consommer, puisque beaucoup d'entreprises ont dû fermer. Donc, ils ont mis en place un système de chômage technique, d'indemnisation de chômage technique, qui n'existe pas du tout au Royaume-Uni. Et c'était vraiment une mesure exceptionnelle. En plus de cela, le gouvernement a offert des emprunts sans intérêt pour les entreprises. Il les a aidés aussi à avoir des subventions exceptionnelles et ainsi à retarder le paiement de leurs impôts. En termes de chômage, en termes d'emploi, le pays est en plutôt bonne position. Comme vous pouvez le voir, on a un taux de chômage qui est extrêmement faible, seulement de 4,2%. Suite à 2021 ou 2020, on pensait réellement que le chômage allait augmenter fortement une fois que le plan d'aide de l'État allait s'arrêter. Celui-ci s'est d'ailleurs arrêté en septembre 2021. Et en fait, le chômage n'a pas du tout augmenté, puisque en fait, au Royaume-Uni, nous avons un problème qui est général dans le monde entier, mais on a un problème de pénurie de l'emploi sur certains secteurs, particulièrement, je pense, vous avez dû voir ça dans les nouvelles, j'imagine, tout ce qui a trait au transport logistique, aux chauffeurs de camions, mais pas que. Et ce phénomène sera en plus aggravé avec le Brexit, puisque beaucoup de ressortissants européens sont rentrés dans leur pays. Un problème essentiel que nous avons à l'heure actuelle, c'est l'inflation. Une inflation qui est extrêmement forte, 5,4%, qui vient principalement d'une hausse des produits de l'énergie, de toutes les énergies. On a une augmentation de 57% en 6 mois. Donc c'est colossal, mais il n'y a pas que l'énergie qui a augmenté, tous les produits de consommation ont augmenté, que ce soit les produits de denrées agroalimentaires, que ce soit les produits cosmétiques. Quand vous allez faire vos courses, vous sentez vraiment que votre pouvoir d'achat est moins fort. Et ceci va avoir une conséquence évidente sur la consommation des ménages, du moins sur le moyen terme. En termes de commerce extérieur, le Royaume-Uni, c'est le 3e client de la France, c'est son 4e fournisseur. Et pour les produits cosmétiques, la France est le 1er fournisseur du Royaume-Uni et ça correspond à une somme d'environ 1,2 milliard d'euros. Ce sont des chiffres de Business France qui datent de 2020. Alors maintenant, nous allons nous attarder un peu plus sur la cosmétique au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, comme vous l'a dit Jean-Marc, est un marché qui est extrêmement important pour la cosmétique puisque c'est le 3e marché en Europe. Vous pouvez voir ici les évolutions des ventes en valeur des produits cosmétiques. Comme vous pouvez le noter, il y a eu un fort recul avec la pandémie en 2020. J'imagine que c'est le cas en France aussi. Mais ce recul avait commencé déjà depuis 2018. Tout ça parce qu'en fait, c'est un marché de prix. Et les Britanniques avaient le choix de consommer ou d'acheter des produits moins chers ou d'acheter de manière moins fréquente. Et donc, du coup, ils achètent des produits, ils font les deux en même temps, en fait. Ils achètent des produits moins chers, ils achètent moins fréquemment des produits cosmétiques. Et un deuxième facteur, qui est aussi un facteur au niveau de la population britannique est vieillissante. Et par exemple, 10% de la population, 10% de la population totale a 75 ans et plus. Et les gens qui ont 75 ans et plus, généralement, consomment moins de produits cosmétiques que de jeunes personnes. Donc, au final, ce qu'on peut dire, c'est que la pandémie a eu un impact plus fort sur les ventes de produits cosmétiques que le Brexit, puisque dès que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, en fait, les importateurs, les distributeurs étaient bien préparés, ils avaient surstocké. Nous n'avons pas eu trop de problèmes en termes de transport. Ça s'est produit plus tard. Et la pandémie, en fait, arrive en même temps. Donc, cet effet, en fait, a été un peu dispersé. On ne s'en est pas vraiment rendu compte, au final. Maintenant, on va s'attarder sur la cosmétique par secteur. Donc, d'abord, on va regarder la beauté et ensuite, on ira voir tout ce qui est soins personnels.
Donc, en termes de beauté, ça correspond environ à 50% des ventes de produits cosmétiques au Royaume-Uni en 2020. C'était plus important en 2019, c'était 53%. Donc, en fait, on a eu un fort recul des ventes de produits de beauté en 2020, un recul de moins 5,4%, alors qu'avant la Covid, c'était une croissance de 2,4%. Le maquillage, c'est le produit de beauté qui est le plus vendu, avec 33% de part de marché, suivi des parfums, des soins du visage et des soins du corps. Si on prend les soins de la peau, qui correspondent au total entre soins du corps et soins du visage, environ 40% de part de marché, c'est le seul segment en fait qui est en progression depuis 2016. Comme vous pouvez voir ces chiffres, avant la pandémie, c'est 13,8% pour les soins du corps, 6% pendant la pandémie, et pour les soins du visage, 6% avant la pandémie et 1% pendant la pandémie. Le maquillage et le parfum, c'est pas la même histoire. Ils ont perdu beaucoup de ventes, 10% de ventes en fait en moins lors de la pandémie. Avant 2019, c'était relativement stable. Hein. Le maquillage avait une légère perte de 0,2% et le parfum, c'était totalement plat. Et en fait, c'est évidemment parce qu'il y avait un manque d'occasion d'usage des produits, puisque les gens étaient confinés, ils n'allaient pas se maquiller, ils n'allaient pas mettre de parfum. Et en plus, c'était difficile d'acheter des produits vu que les magasins étaient fermés et qu'en général, quand on achète du maquillage, on achète du parfum, vous le savez aussi bien que moi, on aime tester le produit. À noter que les parfums ont aussi été fortement affectés par le fait que les Britanniques n'ont pas voyagé et beaucoup de parfums sont achetés chez les duty-free. Au niveau des soins personnels, donc c'est pas la même histoire en fait que la beauté. C'est un secteur qui était en difficulté déjà avant la pandémie, puisqu'on avait une perte en 2019 par rapport à 2018 de 4,1%. Pendant la pandémie en 2020, c'était seulement 0,1%. Et pourquoi ce déclin? Comme je l'expliquais, c'est un marché qui est extrêmement sensible au prix. Et au Royaume-Uni, en fait, si on arrive à trouver un produit qui fait le travail et qui est moins cher, on ira acheter ce produit. Donc, en fait, les Britanniques n'hésitent pas à substituer une marque connue pour une marque de distributeur qui est moins chère. En termes, si on va plus en détail, si on regarde ce qui est soins capillaires, on peut voir que les ventes de shampoings, démêlants et compagnie étaient en diminution déjà depuis 5 ans. Ceci s'est accéléré pendant la pandémie puisque les Britanniques se sont moins lavé les cheveux, il faut dire les choses en face. Par contre, la coloration des cheveux a fortement augmenté puisque les coiffeurs étaient fermés. Et donc, on a eu une recrudescence de DIY, de faites-le vous-même, en termes de coloration, en termes de soins qu'on fait généralement dans les spas, dans les salons de beauté, on l'a fait à la maison à la place. En termes de produits d'hygiène, tout ce qui est l'hygiène buccale, les savons, les déodorants, dans son ensemble, les catégories ont reculé, à l'exception évidemment des savons, douches et bains, puisque nous avons eu une augmentation de 32% qui évidemment était due à une demande extrêmement forte de tout ce qui était gel hydroalcoolique et savon. En fait, les consommateurs britanniques ont même acheté en quantité, n'avaient plus du tout disponible au Royaume-Uni. C'était très, très, très compliqué de trouver du gel pour les mains à l'époque. Si on regarde la distribution, alors là, je vais m'attarder sur la distribution purement des magasins, pas des instituts de beauté, pas des coiffeurs. 31% des ventes sont vendues par des détaillants qui sont spécialistes de la beauté, contre 69% pour des détaillants dits généralistes. Les supermarchés sont les leaders, 39% des produits cosmétiques sont vendus dans les supermarchés, suivi des discounters, suivi des spécialistes avec 31%, puis les discounters, les grands magasins, l'e-commerce. Et les chiffres qui sont en vert et rouge à votre droite sur le camembert correspondent à l'évolution de ces ventes entre 2019 et 2020. Donc, on voit vraiment que, là encore, la crise sanitaire a eu un impact énorme en fonction que le magasin était ouvert ou fermé. Vous pouvez imaginer que les grands magasins de style Galeries Lafayette ont beaucoup souffert, voyez, moins 46%, alors que les supermarchés, les discounters et l'e-commerce ont fortement profité de la crise sanitaire. Si on s'attarde sur les grands acteurs, donc tout d'abord, on va regarder les spécialistes qui correspondent à 31% des ventes. Nous avons 4 catégories de spécialistes au Royaume-Uni. Nous avons ce qu'on appellerait drugstore, pharmacie, parapharmacie. Donc Boots, c'est le leader avec 2465 points de vente. Boots, on pourrait l'appeler parapharmacie, mais c'est pas tout à fait comme une parapharmacie en France. Pour moi, c'est plutôt comme un drugstore. J'ai oublié d'ailleurs un J. C'est pas drugstore, il y a un J en plus.
C'est plus comme les magasins qu'on trouve aux États-Unis, où on vend un peu de tout. On vend des produits de parapharmacie, mais aussi on vend des produits de prestige. On trouve des marques comme Dior, comme Chanel, ce genre de choses. Donc Boots, c'est le leader du marché, avec un concurrent direct qui est Superdrug, qui est un petit peu moins haut de gamme. En termes de pharmacie et parapharmacie, on a des grandes chaînes de pharmacie comme Lloyd's Pharmacy et Well Plus. Après, nous avons des magasins spécialisés qui sont vraiment spécialisés que sur la beauté et sur les produits cosmétiques en général, avec The Perfume Shop, The Fragrance Shop, Body Care. Donc, ces trois-là sont les principaux. Nous avons un magasin qui s'appelle Holland & Barrett, qui est beaucoup plus sur le bien-être. C'est un magasin qui est à la base spécialisé sur tout ce qui est compléments alimentaires, mais qui est aussi un très joli rayon de produits cosmétiques écologiques bio. Après, nous avons un magasin comme Space NK, qui est une petite chaîne de magasins ultra premium qui est consacrée sur des produits de beauté. Et après, vous avez Sally Beauty que vous avez rajouté en dessous, qui devient de plus en plus important. C'est en fait une chaîne de magasins pour tous les professionnels. Mais en fait, le grand public va de plus en plus acheter ses shampoings, ses produits de beauté chez Sally Beauty parce que les prix sont très avantageux. Après, nous avons toute une pléiade de magasins, de marques indépendantes, avec les classiques Body Shop, Lush. Je ne sais pas si Lush existe en France, mais Lush, en fait, c'est une très jolie histoire qui marche très bien ici au Royaume-Uni. C'est en fait des produits qui sont véganes, les produits ne sont pas testés sur les animaux. Ce sont aussi des produits qui n'ont pas de packaging. Et donc, c'est des produits extrêmement tendance et ça fonctionne extrêmement bien, ces magasins en Angleterre à l'heure actuelle. Après, vous avez des magasins comme Joe Malone ou Pantegalion, que je ne vous ai pas mis ici, sont en fait des magasins de parfums qui sont des marques propres, ou des magasins comme l'Occitane en Provence, qui se développent très fortement au Royaume-Uni depuis quelques années, avec 69 magasins. Et finalement, sur les spécialistes, on a les e-commerce avec les pure players beauty, comme Avon, Feel Unique, Cool Beauty, Cult Beauty, Look Fantastic, vous avez plein. Et tous ces magasins, tous ces e-commerce performent très très bien parce qu'ils ont une très jolie gamme, ils ont un choix de produits qui est innombrable et les tarifs sont extrêmement concurrentiels. Les généralistes, eux, correspondent à 69% des ventes, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, les supermarchés, je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais le principal supermarché au Royaume-Uni, c'est Tesco. Donc, Tesco est important. Vous avez Sainsbury, Asda, Morrison. Je tiens à noter Coop, qui a 4000 points de vente. C'est un supermarché qui est tout petit, à une petite surface, en fait, qui est un magasin de proximité et qui a une très jolie gamme de produits de beauté naturelle qui fonctionne très bien à l'heure actuelle. Après, vous avez Waitrose, le supermarché haut de gamme britannique. Après, vous avez tous les grands magasins, les équivalents de nos Printemps, de nos Galeries Lafayette, avec des magasins plus ou moins haut de gamme en fonction de nos standards français. Marks & Spencer est l'exemple ultime, avec 254 points de vente. Par contre, ce que je tiens à préciser au niveau des grands magasins, c'est un secteur qui est en très grosse difficulté au Royaume-Uni depuis déjà la crise financière de 2008, puisqu'ils sont en concurrence directe avec les magasins e-commerce. Ils ont des coûts de fonctionnement qui sont extrêmement élevés. Et donc, à l'heure actuelle, tous ces grands magasins rationalisent leur nombre de magasins, justement. Et certains, dont des très grandes chaînes, sont en faillite et ont fermé boutique il n'y a pas longtemps. La pandémie, c'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase en termes de mauvais management. Donc, Marks & Spencer, à l'heure actuelle, a 254 magasins. Son but ultime, c'est d'en avoir 180 d'ici 2023 et vraiment de donner une expérience aux consommateurs, pas seulement d'aller faire du shopping, mais d'avoir cette expérience qu'on peut avoir que si on va dans un lieu physique, on ne peut pas avoir en ligne. Et en fait, tous les grands magasins britanniques font ce même exercice, de donner ce qu'on appelle en anglais de l'experiential marketing. Après, vous avez John Lewis, qui est un magasin haut de gamme, 34 magasins, 7 ont été fermés pendant la pandémie. House of Fraser, 41 magasins, une vingtaine a fermé pendant la pandémie. Ils ont été mis en liquidation, ils ont été rachetés il n'y a pas très longtemps. Et après, vous avez 4 autres magasins très connus, Fenwick, Harvey Nichols, Howard, Selfridges, qui sont des grands magasins très haut de gamme, particulièrement Harvey Nichols, Howard et Selfridges. À noter que Harrods, j'ai mis 4 points de vente, puisque Harrods a évidemment un seul magasin, mais ils ont aussi 4 points de vente qui sont répartis au Royaume-Uni, dont un à Édimbourg. Et c'est des magasins spécialisés beauté, et c'est tout nouveau. Et c'est vraiment la tendance du marché à l'heure actuelle au niveau de ce genre de spécialistes, ou plutôt de généralistes. Après, nous avons les discounters. Les Britanniques achètent très souvent leurs produits cosmétiques chez les discounters parce qu'ils ne sont pas chers. Donc Aldi, Lidl. Et puis des magasins comme Poundland, Home Bargains et Wilko, qui sont en fait des magasins où on ne vend pas d'agroalimentaire, mais on vend de tout. On vend des produits de jardinage, des produits de DIY, un petit peu de tout. Et entre autres, des produits cosmétiques qui ne sont pas chers du tout. En termes de part de marché, déjà, c'est un marché qui est ultra concurrentiel
hyper éclaté, comme vous pouvez le voir. 8 détaillants détiennent 50% de parts de marché. Parmi ces détaillants, Boots est le leader, mais sa position s'effrite au détriment des discounters qui proposent des produits de bonne qualité à des tarifs qui sont vraiment extrêmement bas. Vous avez Tesco, on ne voit pas trop, je pense, avec 10% de parts de marché, Sainsbury's, Asda, Superdrug, voilà, tous ces gens que je viens de vous évoquer. À noter que parmi les 35 principaux détaillants, seul Amazon a réussi à légèrement augmenter sa part de marché, il fait partie des autres dans mon camembert. Et en fait, seuls les magasins e-commerce arrivent à augmenter un petit peu leur part de marché, mais ils ont des parts de marché encore très, très faibles. Je tiens aussi à préciser que vous avez le magasin Debenhams sur cette slide qui est à 3% de part de marché. Et Debenhams, en fait, était une énorme chaîne de grands magasins qui a fait faillite. C'était qu'en fin 2021, quand je suis revenue au bureau au mois de septembre, après le dernier confinement qu'on avait eu, les magasins n'étaient plus là à côté de mon bureau, en fait. Donc, les grandes marques, j'ai trouvé une étude de Mintel qui date de janvier 2021 où on a posé une question à 2000 personnes. Avez-vous déjà utilisé cette marque? Comme vous pouvez le voir, les marques qui ressortent sont des marques avant tout de dentifrice, des marques de gel douche, aussi des marques de savon et des marques de shampoing. Donc, ce sont les marques qui sont les plus utilisées, évidemment, puisque ce sont les marques qu'on utilise le plus souvent, en général, tous les jours. Ce sont aussi des marques qu'on retrouve très facilement dans la distribution au Royaume-Uni. On les trouve en ligne, on les trouve chez les spécialistes, chez les supermarchés, absolument partout. Et puis aussi, ce sont des marques qui sont très bien reconnues, qui ont une très bonne image. Je pense entre autres à Nivea. Et Nivea pour mâle, ça s'appelle Nivea Men en anglais, donc Nivea pour homme en français, qui a une très très bonne image de marque au Royaume-Uni. Les tendances. Alors, la pandémie a changé la mise, vous pouvez l'imaginer. À l'heure actuelle, il y a 34% des Britanniques qui pensent que l'apparence a moins d'importance qu'auparavant. Donc, je vous ai inventorié toutes les tendances à l'heure actuelle du marché. Une tendance que vous avez donc évoquée grandement, c'est la distribution. Les ventes de l'e-commerce, maintenant, sont hyper importantes. Elles représentent un quart des ventes en 2020. Elles vont atteindre environ 30% d'ici 2023. Et quand je parle de l'e-commerce, je parle de certains retailers, comme par exemple Boots, qui a un énorme site Internet. Et ils vendent évidemment par ce moyen-là. Donc, c'est un créneau qui est hyper important, l'e-commerce au Royaume-Uni, pour tous les produits, hein, pas que pour la cosmétique. Après, on a aussi toute une tendance au niveau de la beauté naturelle et le bien-être personnel qui s'est fortement développé lors de la pandémie. Les Britanniques utilisent beaucoup de maquillage et en fait, ils se sont rendus compte que plutôt qu'utiliser du maquillage, ça vaudrait peut-être plus le coup de soigner sa peau plutôt que de cacher les problèmes. Donc, il y a un regain de soins anti-âge, de soins naturels. On cherche des produits qui sont très naturels, donc les Français sont très forts dessus. Et aussi, il y a tout un appel au niveau des soins holistiques. Donc, non seulement les produits cosmétiques sont importants, mais les produits associés à la cosmétique, les produits associés au bien-être sont en développement. Je pense entre autres aux bougies qui se développent énormément en Angleterre. Après, on a découvert aussi, les Britanniques, qu'on pouvait faire une routine de beauté très rapide le matin. Et en fait, ce côté rapide, ils voudraient le garder. Donc, en fait, d'avoir des produits, c'est mieux d'en avoir moins ou d'avoir des produits qui sont multi-usages. Je pense entre autres à l'intégration de maquillage avec des produits de soins pour aller plus vite le matin. Après, vous avez ici tous les concepts de do-it-yourself avec les cheveux pour la coloration, les produits esthétiques. Forcément, les Anglais vont retourner chez le coiffeur. Mais ils ne vont pas retourner chez le coiffeur aussi souvent qu'ils faisaient avant, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire, par exemple, retoucher leurs racines, ils peuvent le faire eux-mêmes. Donc, cette tendance est là pour durer. Et puis, dernièrement, avant la pandémie, il y avait aussi d'autres tendances qui étaient bien présentes et des tendances qui étaient générées par les millénials et par la génération Z, donc les jeunes gens de moins de 35 ans. Une tendance très forte pour les produits durables. C'est hyper important à l'heure actuelle d'avoir un produit avec un packaging qui est recyclable, avoir un produit qui a des origines qui sont éthiques. C'est vital, en fait, à l'heure actuelle sur le marché britannique. Après aussi, il y a une tendance pour des produits qui sont dits inclusifs, qui répondent aux besoins des minorités. Et aussi, je pense particulièrement aux hommes. Les produits pour les hommes, il y a très peu de choix, en fait, au Royaume-Uni. Il y a vraiment une opportunité à saisir à ce niveau-là. Et puis, finalement, les produits mastige, donc mass market et prestige ensemble. Les Britanniques aiment avoir des tarifs pas chers, mais ils aiment aussi avoir du luxe. Et en fait, les produits mastige répondent exactement à cette demande. Et là, il y a vraiment aussi une opportunité à saisir à ce niveau-là. Donc, avant de laisser la parole à mes collègues des douanes, je voulais donner quelques clés d'accès pour venir sur le marché britannique.
C'est un marché, comme vous l'avez pu le voir, qui est extrêmement concurrentiel. Chacun a sa place. Donc, c'est un marché où il y a des opportunités. Par contre, avec le Brexit, les choses se compliquent un tout petit peu. Si vous n'avez pas d'implantation locale, il est essentiel d'avoir un importateur, puisque l'importateur vous servira sera votre personne responsable. La personne responsable, c'est la personne qui va s'assurer que votre produit est bien fait aux normes britanniques. La personne responsable sera le nom que vous allez mettre sur votre packaging. J'imagine que mes collègues de Cosmed vont vous en parler beaucoup plus en détail, mais l'importateur a un rôle crucial, en plus du fait qu'il est là pour vous aider à distribuer vos produits, il est là pour vous aider au niveau du marketing de votre produit et au niveau de la vente. Si vous êtes implanté, vous pouvez aussi passer par des consultants multicartes qui vont vous aider à développer votre marque, qui vont vous aider au niveau du marketing, au niveau, pareil, la distribution. Et puis finalement, un conseil qui est hyper important sur le marché britannique, il faut investir dans une stratégie de communication et de marketing qui est adaptée au marché britannique, puisque le marché britannique n'est pas comme le marché français. Et au minimum, il faut avoir un site internet en anglais qui soit interactif, qui soit intéressant. Et aussi, il faut vraiment avoir une très forte présence au niveau des réseaux sociaux. Et je ne parle pas que de Facebook, hein, je parle aussi de tout ce qui est Instagram, YouTube, TikTok. Tous ces réseaux sociaux, il faut être présent. Et les influenceurs sont justement très influents au Royaume-Uni. Donc, merci pour votre attention. Je vais passer la parole à mes collègues des douanes. Et évidemment, vous pouvez me poser des questions après la présentation. Merci Isabelle. Alors, n'hésitez pas s'il y a des entreprises qui veulent déjà poser quelques questions. Bien évidemment, après le webinaire aussi, nous resterons à votre écoute. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, désactiver vos micros si vous avez une question concernant les informations qu'on vient de vous donner. Sinon, on poursuit. Il y aura de toute façon à la fin encore un temps de questions-réponses. Merci Isabelle. Alors, a priori, il y a une question, mais alors moi je ne les vois pas, je ne sais pas pourquoi, mais du coup, c'est Simon, a priori, Simon de Oui, Innobiz. Ouais, oui, bonjour bonjour. Simon. Bonjour à tous. Je voulais du coup profiter de l'expérience donc du bureau dans la ville de Londres pour savoir en fait quels seraient les salons aussi les plus intéressants pour nous, sociétés françaises qui souhaiteraient trouver de nouveaux distributeurs, de nouveaux partenaires en fait sur le marché anglais. Vers quel salon il faut? Un des salons qui répond bien pour les Français à l'heure actuelle sur le bien-être, en fait, c'est le salon de Naturel Organique, qui est un salon avant tout agroalimentaire, mais il y a aussi une très grosse section pour tout ce qui est justement produits de beauté. Donc moi, je vous invite vraiment d'aller sur celui-là. Il fonctionne bien. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, du coup, on va poursuivre. On poursuit, merci Isabelle, avec Juliette Weber du bureau des douanes de Toulouse. Merci. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, de la même manière, je vais essayer de partager ma présentation. Alors. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire si ça fonctionne bien? Impeccable, ça fonctionne. Okay. Merci beaucoup. Donc, je me présente. Je suis Juliette Weber. Donc, je suis rédactrice sur la réglementation douanière au sein du pôle action économique de la Direction régionale des douanes de Toulouse. Donc, Monsieur Maskil Latapi, qui est le chef du pôle action économique, devait également intervenir avec moi aujourd'hui, mais donc je suis chargée de l'excuser pour aujourd'hui. Donc, je vais me charger de cette présentation sur le Brexit et particulièrement sur l'accompagnement que peut vous offrir la douane sur toutes les questions de réglementation douanière pour ce qui concerne l'import-export et en particulier avec le Royaume-Uni.
Donc, je voulais d'abord peut-être rappeler pour ceux qui ne nous connaîtraient pas qu'au niveau régional, donc la direction interrégionale des douanes d'Occitanie, elle est composée de 3 directions régionales, une à Toulouse, une à Montpellier, une à Perpignan, avec chacune une compétence sur différents départements. Donc, sur cette diapositive, vous avez la direction compétente en fonction du département où vous êtes implanté. Donc voilà, et à savoir qu'au sein de chacune de ces directions régionales, donc Toulouse, Montpellier et Perpignan, alors vous aurez bien sûr accès au diaporama suite au webinaire. Donc au sein de chacune de ces directions régionales, il y a un service, donc mon service qui s'appelle le pôle action économique, qui est un service vraiment dédié au conseil et à l'accompagnement des entreprises, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur expérience du commerce international. Et donc, au sein de ce service, il y a plusieurs agents, certains sont vraiment spécialisés dans le conseil aux entreprises, donc la cellule conseil aux entreprises, des rédacteurs également en réglementation assez spécialisés et un service régional d'audit. Et donc, pour tout besoin d'accompagnement sur les questions douanières, nous sommes à votre disposition. Donc, on vous a mis les 3 adresses mail des 3 services PAE, donc à chaque fois PAE-Toulouse, Montpellier ou Perpignan. À savoir que si vous n'êtes pas implanté au sein de la région Occitanie, il y a des services PAE dans les autres régions françaises évidemment, et à partir du site internet de la douane, vous pouvez retrouver l'adresse du bon interlocuteur, voilà, en fonction de votre implantation. De la même manière, si vous débutez à l'international, sachez que le site internet de la douane contient de nombreuses ressources, donc c'est www.douane.gouv.fr. Donc, il contient de nombreuses ressources et en particulier des fascicules pour débuter, 10 questions à se poser avant d'importer et 10 questions à se poser avant d'exporter. Celui-ci étant ensuite décliné sur 21 pays de destination avec les spécificités propres à chaque pays. Et c'est des fascicules qui ont été rédigés en partenariat avec notre réseau d'attachés douaniers que nous avons donc à l'international. Et peut-être petit rappel aussi pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, la douane, c'est votre interlocuteur s'agissant des échanges avec les pays non membres de l'Union européenne. Donc quand nous, on parle d'import-export, on vise vraiment les échanges hors Union européenne, les échanges extra-communautaires. Voilà, ce n'est pas toujours ces termes-là qu'on peut employer dans l'entreprise, mais voilà, les formalités douanières, elles vont vous concerner si vous faites de l'import-export hors Union européenne. Voilà, pour replacer un peu les éléments. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, donc concernant donc plus spécifiquement le Brexit, mais qui peut aussi s'appliquer à des flux avec d'autres pays tiers, pourquoi pas. On va rappeler un petit peu donc, ce qui a changé au 1er janvier 2021 avec le rétablissement des formalités douanières. Un petit point également sur la spécificité de la frontière transmanche avec ce système de frontière intelligente et l'équivalent qui a été mis en place au niveau du Royaume-Uni. Et puis également un petit point rapide sur l'accord de libre-échange qui a été mis en place entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui peut être utilisé. Voilà. Donc tout d'abord, ce qui a changé donc, au 1er janvier 2021, je le disais, donc c'est la fin de la libre circulation des marchandises qu'on avait au sein du marché intérieur, donc de l'Union européenne. Donc à partir du moment où le Royaume-Uni s'est retiré de l'Union européenne, eh bien il n'est plus un État membre de cette union et donc les marchandises qui pouvaient circuler librement sont désormais soumises à des formalités douanières, que ce soit dans le sens import ou dans le sens export. Donc à partir du 1er janvier 2021, c'est ce qui s'est passé. Alors à savoir qu'il y a un protocole particulier qui vient encadrer les relations entre l'Union européenne et l'Irlande du Nord, qui est un cas un petit peu spécifique. Donc, en application de ce protocole, l'Irlande du Nord est toujours traitée comme faisant partie du territoire douanier de l'Union européenne. Donc, c'est un peu particulier, mais donc en conséquence, des flux entre l'Union européenne, le territoire douanier de l'Union européenne et l'Irlande du Nord ne seront pas, il n'y aura pas de déclaration en douane nécessaire pour ces flux-là, puisqu'on considère qu'on est toujours au sein du même territoire douanier. Donc, c'est un cas un peu particulier que je voulais quand même signaler.
Alors, qu'est-ce qui se passe donc concrètement côté Union européenne? Donc, côté Union européenne, donc à compter du 1er janvier 2021, eh bien, rétablissement des formalités douanières, ça veut dire obligation de déposer une déclaration en douane à l'exportation et à l'importation lorsqu'on échange des marchandises avec le Royaume-Uni. Donc cette déclaration en douane, c'est un document qui ressemble au modèle que vous avez sur la diapositive. C'est un document qui est obligatoire quel que soit le montant des ventes ou des achats, qui comporte un certain nombre de rubriques d'informations, notamment sur les marchandises qui sont échangées. Et c'est une déclaration qui se fait en fait par voie électronique aujourd'hui dans un téléservice qui s'appelle le téléservice Delta. Alors, vous pouvez être familier de cette déclaration ou pas, ça dépend de votre process en termes d'import-export, puisque voilà, certaines entreprises peuvent internaliser la fonction dédouanement et s'occuper elles-mêmes de leur propre dédouanement. D'autres vont confier ce dédouanement à des représentants en douane qui vont être des acteurs de la logistique. Donc, ça peut être des transporteurs, des transitaires, etc. Alors cette déclaration en douane, elle sert à plusieurs choses. Donc elle va servir à calculer les droits et taxes qui sont éventuellement dus lorsqu'on importe des marchandises dans l'Union européenne. Elle va servir également à établir les statistiques du commerce extérieur, donc là, quel que soit le sens, à l'import ou à l'export. Et elle sert également à réaliser certains contrôles sur les marchandises en fonction du type de marchandise. Voilà. Je disais précédemment, c'est la question qui va remplir ma déclaration en douane. Effectivement, la réponse n'est pas la même selon les entreprises. Donc, si effectivement vous n'êtes pas familier du commerce international et si vous n'avez pas la maîtrise de pouvoir remplir en fait la déclaration en douane avec toutes les rubriques nécessaires, il peut être plus simple de confier le dédouanement à un prestataire et c'est souvent ce que font les entreprises dans un premier temps. Ce prestataire, c'est le représentant en douane enregistré. Nous, on dit RDE pour aller plus vite. Donc, c'est lui, en fait, qui dépose la déclaration auprès de la douane pour vous, pour votre entreprise, et qui peut être là également pour vous accompagner et vous guider sur la partie formalité de dédouanement à l'import ou à l'export. Et quand on est sur le flux importation, c'est également lui qui peut faire l'avance du montant de la fiscalité auprès de la douane. Une entreprise qui aurait déjà une grande maîtrise, beaucoup d'échanges avec des pays tiers à l'Union européenne et une grande maîtrise de la réglementation douanière et des données de la déclaration douane, elle peut faire le choix à l'inverse d'internaliser le dédouanement et de gérer pour elle-même ses déclaratifs à l'import ou à l'export. Voilà. À noter que dans le cadre de tout ce qui est fret express, fret postal, là, ce sera toujours le prestataire de fret qui va s'occuper du dépôt de la déclaration auprès de la douane pour l'entreprise. À noter toutefois que même si vous faites le choix de passer par un prestataire, vous avez besoin d'obtenir au niveau de l'Union européenne ce qu'on appelle un numéro EORI, qui se construit avec le sigle FR plus le numéro SIRET de votre entreprise. C'est un enregistrement communautaire dont vous avez besoin. Et pour déposer la déclaration en douane, en fait, votre prestataire aura besoin d'indiquer votre numéro EORI. Donc, c'est indispensable, même si vous n'accomplissez pas les formalités douanières vous-même. Donc, vous avez ici le process pour obtenir ce numéro EORI si jamais vous n'en avez pas déjà un, puisque il est utilisable pour le commerce vers tous les pays tiers à l'Union européenne. C'est toujours le même numéro.
Voilà, à noter également peut-être que même si, voilà, si vous confiez le dédouanement à un prestataire, il est quand même intéressant de suivre un petit peu ce qui est réalisé pour votre compte en termes de déclaratif, parce que même à l'export, où il n'y a pas forcément d'enjeu de fiscalité, lorsque vous déposez votre déclaration d'export depuis l'Union européenne, il y a quand même l'enjeu de pouvoir récupérer les informations déclaratives pour pouvoir justifier que les marchandises ont été exportées, ce qui vous permet, vous, de justifier le fait d'avoir fait une facture hors TVA, en fait, à l'export. Donc, rien que pour ça, il est important d'avoir quand même un suivi du déclaratif export. Alors, pour rappel ou pour votre information, il y a 3 informations fondamentales à fournir dans une déclaration en douane, et qui concernent la marchandise, du coup. C'est l'espèce de la marchandise, son origine, sa valeur. Donc, l'espèce, c'est quoi? C'est un code à 10 chiffres qui identifie toute marchandise. Donc, une marchandise, elle a un code douanier, on peut utiliser ce terme-là également, et un seul, hein, sachant que les 6 premiers chiffres sont une classification commune à l'ensemble des pays du monde. Ensuite, donc pour identifier la marchandise, on a son code à 10 chiffres. Ensuite, on a également son origine qui est importante, c'est en quelque sorte sa nationalité économique. L'origine de la marchandise, d'un point de vue douanier, elle est déterminée en fonction du pays de fabrication. Et s'il y en a plusieurs, il y a différents critères pour savoir quel est le pays où cette marchandise a été principalement fabriquée, si on peut dire. Et enfin, autre donnée importante, c'est la valeur de la marchandise, puisque donc la valeur sert ensuite d'assiette pour tout ce qui est droit de douane et TVA à l'importation. Et la valeur sert également, évidemment, aux statistiques du commerce extérieur pour ce qui concerne l'export. Voilà, donc la détermination de ces 3 éléments, espèce, origine, valeur, répond quand même à une réglementation douanière assez précise et relativement complexe. Et bon, alors, toujours pareil, le niveau de maîtrise à avoir de ces éléments dépend du choix que vous avez fait, soit internalisation du dédouanement, soit recours à un prestataire. Si vous recourez à un prestataire, forcément, lui est à même de vous accompagner sur la détermination de ces éléments lorsqu'il va effectuer la déclaration en douane. Mais à savoir que les services d'accompagnement de la douane sont là également pour vous proposer l'aide et les outils nécessaires pour mieux maîtriser ces fondamentaux si vous en avez besoin et si vous éprouvez des difficultés par rapport à ça. Enfin, autre élément important au-delà de ces 3 notions essentielles de la déclaration en douane, c'est s'assurer, vérifier que les marchandises, si vos marchandises sont soumises à des réglementations particulières. Donc ça, c'est surtout valable à l'importation dans l'Union européenne. Parfois, il y a aussi des réglementations particulières à l'export. Ainsi, certaines marchandises vont être soumises à des autorisations préalables ou à la présentation de certains certificats ou à des contrôles spécifiques dès leur entrée dans l'Union européenne. Par exemple, les produits, tout ce qui est produits sanitaires, donc alimentaires, vétérinaires, etc. Voilà, vous avez un exemple de produit qui nécessite parfois des autorisations préalables. Bon, s'agissant des produits cosmétiques, je ne vais pas entrer dans le détail puisque donc, je pense que Cosmed va détailler davantage la partie réglementaire. Mais en tout cas, d'un point de vue mise à disposition sur le marché de l'Union européenne, il y a des règles à respecter en termes d'étiquetage, de composition, avec certaines substances qui peuvent être interdites ou soumises à restriction. Alors ça, ce sont des éléments qui ne nécessitent pas la présentation d'un document lors du dédouanement, mais ce sont des éléments qui peuvent être vérifiés dès l'importation ou contrôlés par la douane, ou contrôlés par la suite lors de la mise sur le marché. Voilà. Donc voilà, pour ce qui concerne le côté Union européenne, rétablissement des formalités douanières. Alors, côté Royaume-Uni, c'est la même chose. Simplement, les formalités n'ont pas été rétablies immédiatement au 1er janvier 2021. Elles ont été rétablies progressivement. Donc, au 1er janvier 2021, seules les formalités d'exportation avaient été rétablies au Royaume-Uni. Ce n'est qu'à compter là du 1er janvier de cette année, 1er janvier 2022, que les déclarations d'importation et les contrôles douaniers à l'importation ont été à nouveau mis en place au Royaume-Uni. Donc c'est un peu la nouveauté de cette année.
De même, ont été rétablies certaines formalités sanitaires pour les marchandises sanitaires les plus sensibles au Royaume-Uni, avec un système de pré-notification et de présentation d'un certificat sanitaire. Bon, vous n'êtes pas forcément concerné sur la partie produits cosmétiques, mais je le signale tout de même. Et autre nouveauté au 1er janvier 2022, c'est la mise en place aussi par le Royaume-Uni d'un système informatique pour gérer les formalités douanières au niveau de la frontière transmanche, qui est un peu calqué sur le système qu'on a mis en place côté français de frontières intelligentes, mais je vais vous en parler assez rapidement juste après pour que vous ayez une idée du fonctionnement. Alors, à savoir que côté Royaume-Uni, donc vous exportez depuis l'Union européenne, il y a une déclaration d'exportation à déposer ou à faire déposer par le prestataire. Votre marchandise arrive au Royaume-Uni, pareil, formalité douanière à accomplir d'importation. Donc là, ça peut être l'importateur qui sera chargé de réaliser ces formalités. Ça, c'est à définir en amont entre lui et vous au niveau du contrat finalement de vente, hein, savoir quelles sont les responsabilités de chacun et où s'arrêtent les responsabilités à la fois en termes de transport, mais également d'accomplissement des formalités douanières. Et puis, effectivement, il faut aussi s'interroger sur les conditions de mise sur le marché au niveau Royaume-Uni. Mais là, c'est pareil, je ne vais pas entrer dans le détail, puisque je pense que c'est plutôt Cosmed qui pourra parler de ces formalités, qui, pour le moment, sont sans doute encore calquées sur la réglementation de l'Union européenne, puisque, comme ça a été dit en introduction du webinaire, pour le moment, le Royaume-Uni applique des réglementations similaires et cherchera sans doute à s'en détacher progressivement suite au Brexit. Alors un petit mot peut-être sur, voilà, sur ce système de frontières intelligence et de frontières intelligentes côté français et de GVMS côté Royaume-Uni. Alors pourquoi cet outil spécifique a été mis en place? Alors parce que la frontière transmanche, elle est très particulière. C'est près de 5 millions de poids lourds qui traversent chaque année la Manche, la mer du Nord. À savoir que à peu près plus de 85% des flux entre l'Europe continentale et le Royaume-Uni passent par ces quelques points frontières de la frontière transmanche, et que le modèle économique, que ce soit du tunnel sous la Manche ou des ferries, il est particulier, il est basé sur la rapidité, la fluidité des flux avec des temps de traversée très courts. Donc l'objectif, c'était de maintenir au maximum une fluidité de circulation des marchandises sur cette frontière transmanche, malgré le rétablissement des formalités douanières. Donc c'était quand même un challenge. Donc, côté français, on a cherché à mettre en œuvre un système en coordination à la fois avec les compagnies maritimes, les gestionnaires des ports, du tunnel, pour adapter une infrastructure et on a développé un système d'information, le SI Brexit spécifique. Donc, le principe, c'est quoi? C'est anticiper la déclaration en douane avant que le moyen de transport arrive au poste frontière, hein, donc déposer les déclarations en douane en anticipé. Identifier les poids lourds en associant la plaque d'immatriculation du poids lourd avec la déclaration en douane, ce qu'on appelle le scan et l'appairage. Et ensuite, à l'issue de la traversée, aiguillage du véhicule en file verte, donc il peut continuer sa route, ou en file orange quand il y a nécessité de recourir à un contrôle pour automatiser au maximum cela et fluidifier au maximum la circulation des marchandises au niveau de cette frontière transmanche. Voilà, donc cette frontière intelligente, elle a commencé à fonctionner côté français donc au 1er janvier 2021. Et donc, au 1er janvier 2022, les autorités douanières britanniques ont lancé leur propre système, donc GVMS, Goods Vehicle Movement Service, qui fonctionne de manière assez similaire pour également permettre l'association à la fois des marchandises, du moyen de transport, traiter les formalités douanières le plus en amont possible et orienter les véhicules au débarquement. Donc c'est assez similaire. Il y a des prérequis qui sont de disposer d'un néori britannique pour pouvoir utiliser ce système GVMS, d'un compte GVMS, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est à définir avec l'importateur, le transporteur, de savoir qui s'occupe de ces formalités au niveau des formalités douanières lorsque les marchandises traversent et arrivent au Royaume-Uni.
À savoir que si vous avez besoin de plus d'informations, la douane britannique a édité un guide import-export qui s'appelle The Border Operating Model. Donc vous avez ici le lien vers le site internet de la douane britannique avec cette publication qui est mise à jour régulièrement. Et puis vous avez également une page qui est consacrée au conseil d'utilisation du GVMS. Donc voilà, il y a plus de détails sur le fonctionnement sur leur site internet. Donc voilà pour la spécificité de cette frontière transmanche. Alors maintenant qu'on a parlé du rétablissement des formalités douanières et du fonctionnement de la frontière transmanche, je voudrais terminer en vous parlant un petit peu de l'accord de libre-échange qui a été conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui est quand même intéressant, qui est entré en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2021, en tout cas sur la partie commerce des marchandises. Donc c'est un accord assez inédit parce qu'il a été négocié très rapidement. Il couvre des échanges commerciaux assez volumineux, compte tenu de l'intensité des échanges entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et il prévoit l'application immédiate de droits de douane nuls sur tous les produits, à condition qu'ils soient originaires de l'Union européenne ou du Royaume-Uni et qui sont donc échangés entre ces deux pays. Donc il peut être tout à fait intéressant cet accord de libre-échange à utiliser pour éviter d'avoir à payer des droits de douane à l'importation au Royaume-Uni ou dans l'Union européenne. Toutefois, petit point d'attention, avant de chercher à utiliser cet accord, il faut quand même vérifier d'abord le taux de droit de douane applicable à vos marchandises, que ce soit donc à l'importation dans l'Union européenne ou au Royaume-Uni, selon le sens dans lequel vous vous situez. Puisqu'il faut vérifier le montant du tarif extérieur finalement européen ou britannique, puisque si ce tarif extérieur est déjà nul pour votre produit, il n'est pas nécessaire d'aller chercher à utiliser l'accord qui demande quand même un coût organisationnel pour l'entreprise pour pouvoir l'utiliser. Donc si le droit de douane est déjà nul, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de nécessité d'aller vérifier si on peut utiliser l'accord de libre-échange Union européenne-Royaume-Uni. Par contre, c'est intéressant si le tarif extérieur est élevé ou voilà. Alors, pour connaître les droits de douane applicables, si vous ne les connaissez pas déjà à vos produits, vous pouvez utiliser le site internet qui a été développé par la Commission européenne, qui s'appelle Access to Market. Vous avez la référence ici, qui permet de connaître les droits de douane applicables dans l'UE, au Royaume-Uni, puis dans tous les autres, quasiment tous les autres pays tiers d'ailleurs, si ça vous intéresse. Donc c'est un peu le préalable quand même pour voir s'il y a un intérêt à utiliser cet accord de libre-échange. Donc ici, moi, je vous ai mis rapidement sur 2 chapitres de la nomenclature de marchandises qui, je pense, sans doute vous concerne sur le secteur cosmétique. Donc on a le chapitre 30 qui reprend les huiles essentielles, les produits de parfumerie, de toilette, les préparations cosmétiques. Sur ce chapitre, il faut savoir que à l'importation au Royaume-Uni, il y a très peu de produits taxés. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de produits qui sont déjà à zéro. Donc là, l'accord de libre-échange n'a pas forcément d'intérêt. Bon, sauf quelques exceptions que je vous ai citées là, déodorant, lotion après rasage, sel de bain. Bon. Après, j'ai pris l'exemple d'un autre chapitre, le chapitre 34, qui lui reprend les savons, les préparations pour lessive, bougies, etc. Donc des produits un peu différents, où là, a priori, le tarif extérieur est autour de 4%. Donc bon, après, à revérifier spécifiquement pour chaque produit, hein, là, je vous prends à l'échelle du global du chapitre. Là, à l'inverse, avec un taux de droit de douane appliqué de 4%, donc sur la valeur de la marchandise, l'utilisation de l'accord de libre-échange peut être intéressante, puisque là, vous réduisez votre taux de droit de douane à 0. Donc là, il peut y avoir un intérêt, et notamment pour votre partenaire, pour l'importateur au Royaume-Uni, de faire jouer l'accord de libre-échange. Et ça nécessite pour vous de mettre en place certaines choses. Donc je vais vous expliquer rapidement, mais si ce thème de l'accord de libre-échange vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos services pour qu'on entre un petit peu plus dans les détails avec vous. Donc voilà, l'infographie, elle résume un peu la situation. 2 cas de figure. Donc votre produit est déjà exonéré de droits de douane au titre du tarif extérieur. Bon, bah là, pas besoin d'aller voir l'accord de libre-échange, ok. Si votre produit est soumis à droits de douane à l'importation, donc au Royaume-Uni ou dans l'Union européenne, alors vous pouvez utiliser l'accord de libre-échange pour bénéficier d'une exonération de droits de douane ou votre partenaire au Royaume-Uni.
mais il y a plusieurs conditions en fait. La première condition, donc par exemple, pour un produit importé au Royaume-Uni, pour qu'il bénéficie de ces droits de douane nuls, il faut qu'il soit originaire de l'Union européenne au sens de l'accord. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il respecte certains critères pour qu'on considère qu'il a été suffisamment transformé dans l'Union européenne pour pouvoir bénéficier de cet accord de libre-échange. Donc il faut vérifier que ces critères sont bien respectés, qu'il y a des étapes de fabrication suffisantes dans l'Union européenne pour pouvoir faire jouer l'accord de libre-échange. Deuxième condition, il faut solliciter l'exonération de droits de douane au moment où vous déposez la déclaration de douane d'importation. Voilà. Et enfin, il faut présenter un justificatif. Alors, il y a plusieurs justifications possibles. Donc, ça peut être ce qu'on appelle une attestation d'origine. C'est une mention qui apparaît sur la facture le plus souvent. Une mention dans laquelle l'exportateur, en fait, s'engage quant à l'origine du produit. Sachant que pour pouvoir émettre ces attestations d'origine, un exportateur dans l'Union européenne, il faut qu'il obtienne ce qu'on appelle un numéro REX, un numéro d'exportateur enregistré. Donc ça, c'est quelque chose que vos partenaires au Royaume-Uni vous ont peut-être déjà demandé. Voilà. Sinon, l'autre manière de faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la connaissance de l'importateur. Dans ces cas-là, l'importateur dit, voilà, je demande le droit de douane nul au titre de l'accord et je m'engage à justifier que les critères d'origine sont respectés sans avoir besoin de recourir à des informations détenues par l'exportateur. Voilà, donc c'est les deux modalités. Donc ça, c'est pareil. Si vous souhaitez faire jouer l'accord de libre-échange ou si votre client au Royaume-Uni souhaite le faire jouer et que vous avez besoin de précision sur ces modalités, de vérifier si les règles d'origine sont respectées, n'hésitez pas à vous tourner vers nos services. Donc, en fonction évidemment de votre localisation, donc les 3 PAE de la région Occitanie sont à votre disposition. À savoir également que si vous voulez aller plus loin, il y a beaucoup de ressources en ligne sur le site de la douane. Donc, il y a le guide de préparation au Brexit qui date donc de l'année dernière, mais qui est mis à jour régulièrement. Il y a des FAQ à la fois pour les professionnels, les voyageurs, voilà, qui ont été enrichis progressivement. Également, la dernière nouveauté peut-être, c'est le replay de la conférence ministérielle qui s'est tenue le 27 janvier 2021, donc organisée par le ministère de l'économie dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'UE. Donc c'est Brexit, 1 an de formalités douanières, bilan et perspectives. Voilà, donc si ça vous intéresse, il y a eu cette conférence sur un petit bilan 1 an après. Voilà, et puis bien sûr, l'accompagnement personnalisé de votre pôle action économique, ça c'est ce que je vous disais au départ. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Juliette, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez désactiver votre micro. Vous pouvez même poser une question via le chat. Une question? Est-ce que... Bon, de toute façon, comme je vous l'ai dit, s'il y a des questions qui arrivent, donc après, vous avez bien évidemment les services des douanes et puis on reste aussi votre intermédiaire au sein d'ADOC. Moi, j'ai une petite question éventuelle. Allez-y. On s'interrogeait par exemple avec mon équipe si, dans le cadre d'envoi d'échantillons gratuits à certains partenaires éventuels en Angleterre, est-ce que des droits et taxes doivent aussi s'appliquer ou est-ce que gérer ces droits et taxes, ça s'applique à partir d'un certain montant de valeur de commande, etc. Alors, effectivement, alors autant l'obligation déclarative, elle y est, quelle que soit la valeur. En revanche, il peut y avoir effectivement des franchises de droits de douane en fonction de la valeur. Alors, si c'est à l'importation au Royaume-Uni, je vous avoue, je ne connais pas le montant de leur franchise. Nous, à l'importation dans l'Union européenne, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est à 150 €. Enfin, sachant que voilà, si c'est des échantillons envoyés à titre gratuit, effectivement, il faut quand même évaluer la valeur, même s'il n'y a pas de vente. Mais ça peut être couvert effectivement par la franchise de droits de douane. Hein. D'accord, ok. Et donc tout se fait, donc si demain on prévoit effectivement d'envoyer gratuitement des échantillons pour ferrer de nouveaux prospects, il faudra donc par la plateforme, donc j'ai plus le nom en tête, mais la plateforme effectivement permettant
Alors, de régler cet aspect. oui, alors selon la manière dont vous expédiez ces échantillons, si par exemple parce que souvent pour de l'échantillon ça peut être par colis, soit postaux, soit colis fret express. Dans ces cas-là, ça peut être donc le prestataire de fret express qui se chargera de déposer les déclaratifs en fait à l'export et ensuite à l'import au Royaume-Uni. À vous de bien préciser en fait, parce que souvent ils vous demandent de remplir un formulaire avec les informations sur la marchandise. À vous de bien préciser de quoi il s'agit, qu'il s'agit d'échantillons envoyés à titre gratuit. C'est là qu'il faut être assez précis pour qu'eux ils puissent dédouaner avec le maximum d'informations pour le faire au plus juste finalement. D'accord. Okay. Après, si vous avez des flux plus réguliers et que vous passez par des transporteurs ou un représentant en douane régulier, là, ce sera une approche peut-être un peu plus personnalisée par rapport à votre déclaratif. Mais c'est vrai que sur le fret express et postal, souvent, voilà, on demande le remplissage d'une fiche d'information et c'est à partir de ça que ça va être déclaré et que les droits seront calculés. Donc, c'est vrai que mieux vaut être le plus précis possible pour que ce soit déclaré correctement finalement. D'accord, ok. J'ai une autre question, alors qui est peut-être qui n'a peut-être rien à voir, mais en fait, on s'interrogeait de savoir s'il y avait des droits et taxes spécifiques entre l'Irlande et l'Angleterre, étant donné que l'Irlande du Nord est considérée comme territoire européen. Est-ce qu'il y a des accords spécifiques qui ont été convenus entre l'Irlande et l'Angleterre qui pourraient, je dirais, définir des droits et taxes plus avantageux, de par le fait que l'Irlande du Nord reste un pays très rattaché au Royaume-Uni de manière générale? Alors moi, ce qui me semble du coup, c'est que dans la mesure où l'Irlande du Nord est considérée toujours comme territoire douanier de l'Union européenne, je pense qu'ils appliquent, au niveau du tarif, normalement le tarif extérieur, il est le même quel que soit le pays. Hein. Après, sachant que l'Irlande du Nord est toujours considérée comme territoire douanier de l'UE, je pense que l'accord de libre-échange, les droits négociés dans le cadre de l'accord de libre-échange doivent s'appliquer aussi aux marchandises originaire de ce territoire, mais ça, c'est vrai que ça vaudrait le coup que je le vérifie quand même. Je vous avoue que si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail sur les adresses que je vous ai données. On pourra vérifier. Après, sur la base de la Commission européenne, le cas de figure est peut-être prévu. Envoi depuis l'Irlande du Nord au Royaume-Uni, pour voir si c'est la même chose qu'un envoi depuis la France, par exemple, jusqu'au Royaume-Uni. D'accord. Ça concerne que l'Irlande du Nord ou oui, ça concerne que l'Irlande du Nord, l'Irlande, le pays. Et du coup, l'Irlande, la République d'Irlande, là, pour le coup, est un État membre de l'Union européenne. Donc là, c'est comme la France, c'est la même chose. C'est ce territoire d'Irlande du Nord qui a un statut particulier puisque c'est quand même le Royaume-Uni, mais d'un point de vue douanier, ça reste l'Union européenne. C'est l'accord auquel ils sont arrivés pour éviter en fait de mettre en place une frontière entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni, puisque c'était ça la difficulté. Ok, d'accord. C'est intéressant de savoir si, par exemple, si certains clients travaillent à la fois l'Irlande du Nord, l'Irlande et l'Irlande du Nord de manière générale, mais aussi l'Angleterre, savoir si, par exemple, en exportant nos produits de France jusqu'à l'Irlande du Nord, est-ce qu'on pouvait bénéficier de certaines... Du coup, si vous faites directement un envoi en fait de France jusqu'en Irlande du Nord, on est encore sur libre circulation des marchandises. Il n'y a pas de formalité douanière. Du coup, il y a des formalités douanières à mettre en place si la marchandise passe par le Royaume-Uni en fait, parce que du coup, on traverse un territoire tiers, si on peut dire. Donc, il faut mettre en place un régime spécifique. D'accord, mais certains clients sont basés en Irlande, mais ils distribuent principalement leurs produits aussi au Royaume-Uni. D'accord. À ce moment-là, comment ça se passe de leur côté? Est-ce qu'eux devront... c'est important pour... alors du coup, s'ils sont basés en en Irlande et qui vendent au Royaume-Uni, là c'est pareil, on est sur un système avec formalité douanière, donc c'est de l'export. Export vers le Royaume-Uni et importation là-bas du coup. Ok, d'accord, donc c'est clair. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On a une entreprise, Monsieur Hoffman, qui voulait préciser que nous avons déjà un EORI, mais pour une expédition au UK, nous avons dû faire une démarche pour obtenir un nouveau EORI britannique.
Oui, alors effectivement, alors c'est vrai que le numéro a le même nom. Ils ont gardé le terme EORI en fait pour l'identification de l'entreprise et effectivement pour faire certaines formalités, notamment utiliser leur système de frontières, enfin du coup c'est pas la frontière intelligente, c'est le GV. Je n'y arrive pas avec cet acronyme, je suis désolée. C'est le GVMS, voilà. Il y a nécessité effectivement d'obtenir un EORI britannique. Si c'est pas l'importateur là-bas qui gère les choses, effectivement, vous pouvez avoir besoin d'avoir un EORI côté européen et un EORI côté britannique. Du coup, maintenant, c'est séparé. Ok. Mais là-dessus, il y a aussi des détails sur le site internet de la douane britannique sur comment obtenir un EORI chez eux, sachant que les pages, bon, elles sont en anglais, mais une bonne partie a été traduite en français également. Hein, si jamais, voilà, si d'un point de vue technique, ça pose des difficultés, il y a pas mal d'informations. Alors, si je peux me permettre, j'ai encore une question. Oui. Je m'interrogeais aussi savoir sur. Alors, j'ai bien compris que sur les produits d'origine France, il y aura effectivement pas de droits et taxes dans le cadre de l'accord de libre-échange qui a été signé entre les deux parties. Si par contre on est sur les produits d'importation qui sont d'abord importés, puis dédouanés en France, stockés en Oui. France, puis réexpédiés aux États-Unis, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a est-ce qu'on est sur les mêmes taux que si on faisait une Alors exportation? effectivement, en fait, les règles d'origine, elles sont là effectivement pour faire en sorte que d'un point de vue commercial, l'accord de libre-échange, il s'applique que aux produits qui sont fabriqués dans l'autre partie ou en tout cas en partie fabriqués dans l'autre pays. Donc si vous importez en France des marchandises, je sais pas, hein, vous importez depuis un autre pays tiers, vous importez depuis la Chine des marchandises en France, elles sont dédouanées, elles sont stockées, éventuellement vous changez même le conditionnement, ensuite elles sont exportées vers le Royaume-Uni. Là, ces marchandises, elles ne pourront pas bénéficier de l'accord de libre-échange parce que ça ne respectera pas les critères de transformation. Alors c'est des critères qui sont spécifiques par produit, mais tout ce qui est logistique, stockage, voire même juste emballage, conditionnement, c'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'il y ait une fabrication, enfin des étapes de fabrication qui soient faites dans l'Union européenne. Je dis en France, mais c'est à l'échelle de l'Union européenne. Hein. Oui, tout à fait. Alors là-dessus, il n'y a pas de doute possible. Par contre, effectivement, je sais on exporte par exemple des produits qui viennent justement de Chine sur la Turquie. Oui. Et il y a apparemment des accords bilatéraux qui ont été définis, qui permettent de faire bénéficier aux importateurs turcs de certaines oui, alors réductions effectivement, douanières avec la Turquie, c'est un tout petit peu différent. C'est qu'avec la Turquie, on est sur un système d'union douanière. Donc en fait, dès lors que les marchandises elles ont été dédouanées dans l'UE ou dans l'autre partie de l'union douanière, elles peuvent circuler librement jusqu'en Turquie, enfin en tout cas sans acquitter de droits et taxes. Là, avec le Royaume-Uni, on n'a pas d'union douanière, donc c'est vraiment un accord de libre-échange classique. Donc ça veut dire des droits de douane réduits. Bon là, ils sont nuls sur tous les produits, c'est pas le cas dans les autres accords de libre-échange, donc c'est quand même très spécifique avec le Royaume-Uni. Mais il faut qu'il y ait de la fabrication, enfin une partie de fabrication qui soit réalisée dans le pays partenaire. Voilà. Mais effectivement, le cas de la Turquie est différent, c'est pour ça. D'accord, donc ce qui veut dire qu'il y aurait double taxation si effectivement, on devrait assumer à la fois les droits et taxes venant d'importation de Chine pour les stocker en France, puis de nouveau d'assumer, ou alors que les clients Effectivement, assument. c'est peut-être pas intéressant. Après, sachez qu'il existe des régimes douaniers suspensifs que vous pouvez mettre en place dans l'Union européenne. Hein. Il y a des systèmes d'entrepôt, par exemple. Vous pouvez stocker des marchandises en suspension des droits et taxes avant de les réexporter ailleurs. Ça peut être aussi, ça peut être envisagé, ce genre de choses. Ou sinon, il faut effectivement exporter directement. Mais Ouais, d'accord. voilà. Ok. Merci. Nous avons une entreprise qui a utilisé donc le chat de conversation pour des marchandises hors CE et non transformées donc en CE, en Communauté européenne. Comment doit-on procéder pour exporter au UK? Alors sur Je n'ai pas plus de précision. D'accord. Si la personne veut intervenir même directement, ouvrez votre micro, précisez.
Oui, bonjour. Effectivement, mais je crois que vous avez répondu juste avant, en fait. D'accord, c'était la même question. Oui. Ouais, Et tout à puis, fait. parce que j'ai un peu le cas sur 2 produits. Il y a un produit qui est non transformé, c'est une matière brute, effectivement, Oui. et qui vient d'un pays hors CE. D'accord. Donc là, mais on peut quand même réexporter, mais il y a des... Oui, il Il y y a aurait aucun des taxes problème. éventuelles côté anglais, c'est ça? Après, c'est à vérifier parce que certains produits, Oui, voilà, c'est ça. les Britanniques peuvent avoir décidé de ne pas les taxer au niveau de leur Voilà. tarif extérieur normal. Donc, à vérifier quand même d'abord le Donc, taux de avec le droit de douane client, je applicable. demande si ce produit-là, Ouais. avec le code douanier, il y a un code douane spécifique, quoi, il y a des taxes spécifiques sur ce code douane. Oui, il faut aller voir ça en fait avec le code douane de la Voilà. marchandise, donc la nomenclature et voilà, vous allez sur le site de la Commission européenne et vous pouvez connaître le taux applicable. Mais effectivement, vous ne pourrez pas réduire ce taux avec l'accord de libre-échange du coup si c'est un taux qui n'est pas à 0. D'accord. Ok. D'accord. Très bien. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, bon, écoutez, Juliette, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, nous allons continuer avec Catherine Apollorio de Cosmed. Parfait, on voit votre présentation. Super. Donc, Alors, juste pardon, avant de commencer, oui, parce que j'ai présenté que Catherine, mais j'ai oublié de présenter quand même Sophie aussi, Sophie Richer, donc je vous laisse vous présenter. Il n'y a pas de souci. Sophie va commencer, elle va juste introduire Cosmed et je prendrai la suite sur la partie réglementaire. Merci Catherine. Oui, un petit mot pour rappeler un petit peu ce que fait Cosmed. Donc Cosmed est l'association nationale des TPE, PME et ETI de la filière cosmétique. Donc on a 960 adhérents, un peu plus de 100 en Occitanie. Et 2 missions principales. Tout d'abord, représenter et défendre les intérêts de la filière cosmétique, notamment auprès des autorités nationales, donc notamment la NSM, la DGCCRF. On a été également mandaté au niveau européen par SME United pour représenter les entreprises. Donc on intervient dans un certain nombre de groupes de travail. On est également présent auprès des organismes de normalisation, donc à l'international avec l'ISO, le Comité européen de normalisation, le CEN, et puis au niveau national avec l'AFNOR. Et on a également, notamment, les équipes réglementaires sont beaucoup en lien avec des autorités ou des organisations de pays tiers. Donc voilà, donc on a tout un réseau qui nous permet de rebondir assez rapidement sur la réglementation. Du côté des services proposés par Cosmed, donc, pour l'export, on délivre justement des CVL. On a également un groupement d'achat, des événements, ce qu'on appelle la Cosmed Academy, donc tout un catalogue de formations qui vous est proposé. Un abonnement à Cosmed Veille, donc qui est un outil spécifique pour ceux qui suivent la veille réglementaire, et également un nouveau service Cosmed Environnement. Donc un mot très rapide de notre service environnement. Donc le service environnement, si vous souhaitez réduire les émissions de gaz à effet de serre, voilà, faire des économies d'énergie ou recycler les déchets par exemple, notre équipe est là pour établir un diagnostic, vous aider à mettre en place une stratégie selon les objectifs à atteindre et puis vous accompagner tout au long du projet jusqu'à la valorisation de ces objectifs et des résultats surtout bien sûr. Cosmed Veille, Catherine, vous pourrez vous en parler mieux sans doute. Donc c'est un service qui est proposé par Cosmed. On est 5 personnes donc, au sein du service réglementaire qui couvre donc 120 pays. Vous avez à la fois une base France-Europe qui vous est proposée ou une base internationale selon votre cible. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une démonstration gratuite de l'outil. Donc Cosmed Academy, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc ça regroupe toutes nos formations. Cosmed est certifié Calliope depuis peu, donc c'est aussi un gage d'efficacité et de qualité de la formation que nous vous proposons, soit en présentiel, soit à distance. Il y a toutes sortes de formations, aussi bien réglementaires que formulation, environnement, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses différentes qui sont proposées. Je vous invite à aller regarder. Par ailleurs, on a lancé depuis peu les carnets réglementaires qui sont mis à disposition en fait, de ceux qui le souhaitent
sur toutes sortes de sujets. Donc les tests sur animaux en cosmétique, le cannabidiol, des marchés, par exemple l'ASEAN et l'export en Chine. Donc vous pouvez faire la demande, bien sûr, de ces carnets auprès de notre équipe. Et enfin, je voulais terminer sur tout ce qui était événements Cosmed, notamment les 2 grands rendez-vous que nous avons au mois de mars, que nous vous proposons à Paris. Donc le 22 mars, les rencontres réglementaires qui vont traiter surtout donc, de perturbateurs endocriniens, d'étiquetage sous toutes ses formes, de stratégies chimiques. Et puis également les rencontres internationales donc, qui succèdent aux rencontres réglementaires traditionnellement le 23 mars donc à Paris, où là, comme vous le voyez, on vous a mis le programme en résumé. Vous avez différents marchés, différentes réglementations donc, qui seront abordées. Et il y a également les douanes d'ailleurs qui interviendront, je crois, Catherine. C'est ça, exactement. Voilà. Également, juste un point très rapide sur les événements à venir en Occitanie, puisque nous sommes avec ADOC et que je sais qu'il y a des entreprises occitanes parmi vous. Donc, il y a un atelier qui est prévu sur le marketing digital. On est un petit peu loin de la réglementation et de l'export, mais je voulais juste en dire 2 mots. Voilà, vous dire la date, 19 avril à Toulouse. Et puis également des conférences au sein de notre rencontre annuelle qui seront autour de la Silver Economy pour introduire le thème de l'innovation collaborative. Et il y aura d'autres événements au second semestre également. Enfin, un dernier point avant de rentrer dans le vif du sujet, l'accompagnement export que nous proposons, donc je sais qu'ADOC est sur les marchés surtout européens. Cosmed accompagne plutôt donc, à l'international hors Europe. Donc vous avez 2 propositions qui vous sont faites. Vous avez dû recevoir l'information sur l'accompagnement que l'on fait à Dubaï au Beauty World Middle East, donc le 31 octobre au 2 novembre. Donc de manière un peu particulière cette année, donc Cosmed aura 300 mètres carrés dans un hall métier. Donc pour les marques du skincare, il y a 20 stands qui sont proposés aux entreprises. Donc n'hésitez pas avec une offre particulière, puisque cette année, en plus de l'offre logistique, on propose 4 webinaires réglementaires en amont pour accompagner la prospection, et également une vidéo post-salon pour communiquer auprès de vos prospects. Et puis le deuxième salon, c'est alors non pas Cosmoprof Hong Kong, qui lui est réservé cette année encore plutôt aux entreprises asiatiques, mais le CBE Thaïlande, voilà, où Cosmed pourra vous faire bénéficier aussi de la présence du VIE filière, qui est donc financé par Business France, et qui pourra répondre à toutes vos questions sur ce marché, qui peut être un tremplin en attendant la réouverture un petit peu du côté asiatique. Voilà, et Catherine, je te laisse parler de réglementation. Merci. Effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va parler un petit peu de la réglementation cosmétique et chimique. Vous êtes certains à avoir dans vos souhaits souhaité qu'on parle un petit peu de REACH. Donc, en 15 minutes, on ne pourra pas rentrer dans le détail de toutes les réglementations. Donc, je vais essayer de vous faire un panorama des grandes différences qu'il peut y avoir entre notre réglementation et la réglementation britannique. Alors, ils ont fait simple, et heureusement pour nous, quand on a goûté à la réglementation européenne, quand on y goûte, on ne s'en passe plus. Donc, ils ont très bien compris que la réglementation européenne, c'était un gage de qualité. On avait une très, très bonne réputation à l'international en termes de sécurité des produits, puisque c'est une réglementation aujourd'hui qui est extrêmement copiée et forcément dans le bon sens. Nous, ça nous arrange pour mettre des produits sur le marché. Donc forcément, l'association cosmétique britannique, le CTPA, a beaucoup œuvré pour que la réglementation européenne soit reprise suite au Brexit. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ils ont copié-collé le règlement européen, donc qui est le règlement 1223/2009. Donc ici, je vous ai mis dans sa version consolidée du 3 décembre 2020. Donc ça, c'est plutôt pour la partie substance. Mais en tout cas, voilà, c'est la réglementation européenne qui s'applique. Alors, bien évidemment, ça a été transposé en droit national. Donc forcément, ça a été adapté au marché britannique. Des choses que vous connaissiez, comme la notification sur le portail européen, tout ça, c'est plus applicable pour le marché britannique, puisqu'ils ont forcément adapté pour leur pays. Donc, ils ont eux aussi maintenant un portail de notification. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été adaptées au marché britannique. Mais en tout cas, toutes les responsabilités qu'on connaît en Europe
doivent être dupliqués pour le marché britannique. Alors, j'insiste bien sur le mot dupliqué, parce qu'en fait, tout ce qu'on a en Europe, vous devez l'avoir en double pour le marché britannique. Donc ça, c'est très important. Donc finalement, qu'est-ce qui reste identique? Toutes les définitions, la définition d'un produit cosmétique, qui est la définition la plus importante, tout ça, ça reste la même chose. Les obligations générales, donc le fait d'avoir un DIP, donc le dossier information produit, la notification des produits, l'étiquetage, les mentions obligatoires restent les mêmes, le respect des bonnes pratiques de fabrication, et notamment l'ISO 22716, tout ça reste la même chose. Les règles qui encadrent les allégations et notamment les 6 critères communs sont également identiques puisqu'ils ont été également repris à l'identique dans la réglementation britannique. Et tout ce qui est lié à la cosmétovigilance, la déclaration des effets indésirables graves, on est encore une fois sur le même principe qu'en Europe. Donc, bien évidemment, les autorités auxquelles vous déclarez vos EIG, donc vos effets indésirables graves, sont différentes, mais le principe reste toujours le même. Donc, ce sont uniquement les effets indésirables graves qui doivent être notifiés aux autorités, et votre cosmétovigilance reste la même qu'en Europe, donc réception de tous les effets indésirables, etc., analyse, pondération, etc., à mettre dans vos DIP, et mesures correctives si nécessaire, si l'effet indésirable revient trop souvent. Donc ça reste identique. Alors finalement, qu'est-ce qui change? Parce que forcément, sans doute, il y a des choses qui changent. Donc ici, je vous ai mis en avant surtout les principales différences. Donc bien évidemment, au niveau de la personne responsable, donc en Europe, elle est basée en Europe, et pour le Royaume-Uni, elle est basée au UK. Alors, tout ce que je vous précise ici, c'est valable pour la Grande-Bretagne, sauf l'Irlande du Nord, puisque l'Irlande du Nord est toujours sous régime européen. Donc, c'est toujours la réglementation européenne qui s'applique. Donc, tout ce qui sera dit aujourd'hui sera sauf Irlande du Nord. Donc, la personne responsable doit obligatoirement être basée au Royaume-Uni. Ça peut être, donc si vous désignez personne, c'est de facto l'importateur. Donc c'est la personne qui importe les produits pour la première fois, donc c'est la même règle qu'en Europe, qui importe les produits pour la première fois sur le marché britannique, qui devient personne responsable des produits, sauf si vous faites le choix de désigner une tierce personne. Donc c'est comme en Europe, il faut qu'elle soit désignée par écrit et qu'elle accepte en retour par écrit. Et donc, vous pouvez désigner qui vous voulez. Il n'y a pas de notion comme en Europe de diplôme. Vous pouvez désigner qui vous voulez, un organisme, une société de consulting, un distributeur. Voilà, vous désignez vraiment qui vous le souhaitez. Donc, au niveau du DIP, donc en Europe, le DIP doit être rédigé dans la langue où est basée la personne responsable. Donc, pour la France, il est rédigé en français. L'ANSM tolère l'anglais, mais de base, il est rédigé en français. Donc, vous avez dans votre DIP une conformité au règlement cosmétique européen qui est mentionné. Et bien évidemment, ce DIP doit être à disposition des autorités à l'adresse de la personne responsable qui est mentionnée sur l'étiquetage. Pour le Royaume-Uni, c'est exactement la même chose, mais au Royaume-Uni. Donc en fait, le DIP doit être rédigé en anglais, donc forcément en anglais, pour qu'il puisse être compréhensible des autorités britanniques. Vous devez cette fois-ci non plus mentionner la conformité au règlement cosmétique européen, mais au règlement cosmétique UK. Alors en soi, ça change pas grand-chose, c'est la même chose, mais on va voir qu'il y a quand même quelques petites différences. Et bien évidemment, il y a une petite erreur, c'est à l'adresse de la personne au UK et non pas en Europe. C'est une erreur de copier-coller, mais en tout cas, voilà, c'est à l'adresse de la personne responsable au UK qui doit détenir ce DIP. Au niveau de l'étiquetage, donc on l'a vu rapidement tout à l'heure, donc c'est les mêmes mentions obligatoires. Donc là, franchement, il n'y a vraiment pas de différence. Donc les mentions qu'on connaît en Europe sont exactement les mêmes. On y reviendra tout à l'heure. Donc les mentions doivent être dans la langue du pays où vous mettez les produits. Donc en France, c'est le français. En Pologne, c'est le polonais, etc. Donc il faut vérifier quelles sont les mentions d'étiquetage qui doivent être traduites en fonction du pays. Et on a une petite particularité pour les aérosols où vous avez le marquage epsilon inversé. C'est spécifique pour les aérosols. Au
Royaume-Uni. Donc les mentions devront obligatoirement être en anglais, donc toutes les mentions devront être traduites en anglais. Et pour les aérosols, donc on n'aura plus cet epsilon inversé, on aura ce nouveau marquage qu'ils ont créé, qui est le marquage UKCA, qui en fait reprend à la fois l'epsilon inversé pour les aérosols et le marquage CE, qui aujourd'hui n'est pas une obligation pour les cosmétiques, qui est une obligation pour d'autres filières comme les dispositifs médicaux par exemple. Mais voilà, ce marquage UKCA englobe l'epsilon inversé des aérosols qu'on connaît en Europe et le marquage CE. Donc du coup, les aérosols cosmétiques ne sont pas exemptés et donc il y a un marquage supplémentaire à avoir pour vos aérosols, puisque l'epsilon inversé ne sera plus reconnu, n'est plus reconnu en tout cas depuis ce 1er janvier au UK. Donc le stickage est autorisé encore jusqu'à la fin de cette année. À partir du 1er janvier 2023, il devra être carrément imprimé sur vos packs. Au niveau de la notification, donc encore une fois, ça a changé. Donc c'est 2 portails bien distincts maintenant. Donc si avant vous ne mettiez vos produits que sur le marché britannique, eh ben, il faudra fermer votre compte sur le CPNP, dire que les produits ne sont plus commercialisés. Donc s'ils étaient vendus dans d'autres pays, il faudra juste voilà, enlever le Royaume-Uni, mais logiquement tous les comptes qui étaient détenus par des personnes responsables basées au Royaume-Uni ont été clôturés. Donc logiquement vous ne devriez plus y avoir accès. Et donc, du coup, les infos ont dû être dupliquées dans le nouveau portail du Royaume-Uni qui s'appelle Submit a Cosmetic Notification Portal. Donc, c'est le nouveau portail. Les infos sont plus ou moins les mêmes. On y viendra en détail. Au niveau des ingrédients réglementés, là encore, il y a de grosses différences et notamment en ce moment qui commencent à se mettre en place. Donc, chez nous, les substances sont évaluées par le SCCS, donc qui est l'organisme qui s'occupe d'évaluer les substances et c'est spécifique à la cosmétique. Donc, c'est vraiment un organisme qui évalue des substances pour la cosmétique. Et suite à ces évaluations positives ou non, des règlements sont émis et c'est ainsi que sont amendées les annexes du règlement européen. Donc depuis le 3 décembre 2020, qui est en fait la version consolidée qui a été reprise au niveau des annexes britanniques. Donc depuis cette date du 3 décembre 2020, environ 6 règlements ont été publiés en Europe et tous ces règlements n'ont pas encore été repris au UK. Donc ça se met difficilement en place au UK pour cette partie-là. Donc ils ont monté un comité, donc comme chez nous le SCCS, qui sera en charge d'évaluer les substances réglementées. Le problème, c'est que les cosmétiques ne seront pas leur seul cheval de bataille. Ça s'appliquera à tous les produits de consommation. Donc on verra au résultat si les cosmétiques restent une priorité ou si ça sera noyé finalement avec le reste. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le détail des substances réglementées, donc c'est un gros warning. J'ai suivi il y a peu de temps une conférence donnée par le CTPA, donc qui est notre homologue britannique, et qui mettait un gros warning sur les substances réglementées, bien évidemment, puisque aujourd'hui, on a déjà, bien que ce soit sorti de l'Europe le 1er janvier 2021, on se dit les choses vont doucement. Eh bien non, les choses vont très rapidement, notamment du côté européen, parce qu'en ce moment, on a une vaste campagne du côté des CMR. On commence à avoir une vaste campagne du côté des PE, donc les choses vont très vite côté européen. Donc on a déjà beaucoup de règlements qui ont été émis côté européen et qui n'ont toujours pas été repris du côté britannique. Parce qu'en fait, ils n'ont pas fait de renvoi dynamique directement vers nos annexes. Ils veulent garder le choix de mettre en place ou non certaines restrictions européennes, d'en ajouter d'autres qu'il semblerait judicieux d'ajouter et qui ne seraient pas réglementées en Europe. Donc, ils veulent vraiment avoir le libre arbitre et le libre choix des substances qu'ils réglementent dans leur pays. Ils ne veulent plus être tributaires de l'Europe. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix de ne pas mettre de renvoi dynamique, comme le font certains pays, directement vers nos annexes de substances réglementées. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec cette liste de substances qui est différente aujourd'hui. Donc les nouvelles restrictions qui concernent le titanium dioxide,
ainsi que pour l'acide salicylique. On a également toute la vague de CMR et notamment le Lilial. Vous êtes beaucoup à nous poser des questions sur le Lilial. Et bien aujourd'hui, vous pouvez toujours écouler vos stocks au Royaume-Uni. Il n'y a pas d'interdiction. Alors, sur les CMR et comme sur toutes les autres substances, la pierre angulaire de notre réglementation, que ce soit en Europe ou au UK, c'est la sécurité des produits. Donc effectivement, c'est pas écrit noir sur blanc que le Lilial est interdit, si on prend l'exemple du Lilial, mais ça a été statué comme CMR en Europe. Donc après, à vos risques et périls, on va dire entre guillemets, de mettre une substance jugée peu sécuritaire sur le marché, sachant qu'à terme, le CTPA nous l'a dit, toutes les substances qui sont CMR en Europe le seront automatiquement au Royaume-Uni, puisqu'en fait, ces substances CMR donc, sont classées par la réglementation CLP, donc ils sont considérés CMR par la réglementation CLP, et la réglementation CLP est aussi un copier-coller du côté britannique, et pour le coup, ils suivent clairement ce qui se passe en Europe, et donc toutes ces substances qui sont listées ici en bas du tableau sont des substances qui ont également été classées CMR du côté CLP britannique, et qui à terme de toute façon seront également inclus dans la réglementation cosmétique. Donc pour cette partie CMR, à prendre avec des pincettes, puisque à terme, dans un futur moyen ou long, on ne sait pas encore exactement, on n'a pas d'échéancier, on ne sait pas à quelle vitesse ils vont aller, ces substances seront également interdites. Au niveau de la notification, donc comme je vous le disais, donc sur le CPNP, c'est plus possible de notifier vos produits qui sont vendus en Grande-Bretagne. Donc, ils doivent obligatoirement être notifiés donc, sur le Submit Cosmetic Product Notification. Donc, son petit nom, c'est le SCNP. Donc, même le nom reste plus ou moins similaire. Donc, ils ont repris le même système que ce qu'on connaît en Europe, donc le CPNP européen. Bon, c'est une version bêta, donc il y a quand même beaucoup moins de fonctionnalités. Donc vous êtes assez surpris, pour ceux qui utilisent régulièrement le CPNP, vous êtes assez surpris en passant sur le portail britannique. Ben, en fait, pour être bêtement, ils n'ont pas pensé qu'on pouvait avoir besoin de modifier des notifications qui sont déjà notifiées. Ils se sont dit, tiens, c'est pas bête quand même comme option, donc ils sont en train d'essayer de la rajouter. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui, aujourd'hui, dans le CPNP européen, on ne se pose plus la question, voilà, c'est mis en place, mais qui ne le sont pas encore en Grande-Bretagne. Donc voilà, ça fait partie de la version bêta. Donc en haut du portail, vous avez un petit lien qui envoie vers une adresse mail pour remonter toutes les suggestions. Et évidemment, toutes les suggestions sont les bienvenues pour améliorer le système. Donc régulièrement, ils font des campagnes comme ça d'amélioration du système. Et donc petit à petit, il y a des fonctionnalités qui s'ajoutent. Donc ici, je vous ai fait un imprime écran de ce à quoi ressemble le portail britannique. Donc, je me suis créé un compte. Bon, il n'est pas fonctionnel, bien évidemment. Donc ici, vous avez le nom de la société. Donc, vous pouvez, donc ici, vous êtes sur l'onglet des produits cosmétiques. Vous avez également le même système qu'en Europe pour la notification des nanos, les informations sur la personne responsable et les informations de votre équipe qui peuvent être notamment amenées à notifier. Donc ici, on arrive sur la page d'accueil pour la partie cosmétique. Donc, vous pouvez voir ici les notifications qui sont pas complètes, les produits qui sont notifiés. Et donc, voilà, donc c'est assez intuitif, hein, il n'y a rien de très compliqué, il suffit de suivre. Donc, si vous voulez notifier un nouveau produit, donc il faut cliquer sur Add a Cosmetic Product. Et ici, en fait, on déroule toutes les grandes catégories, enfin toutes les questions. Et donc ici, donc c'est quel est le nom du produit. Et à la fin, donc on arrive sur cette notification. Donc ils vont vous poser des questions pour qui est destiné le produit. Est-ce qu'il y a différentes teintes, l'étiquetage, donc l'étiquetage du produit, s'il y a des éléments qui ont besoin d'être mixés, d'être mélangés, s'il contient des CMR, s'il contient des CMR, quels sont-ils, etc., etc., s'il y a des nanos, etc. Donc ici, vous avez un aperçu des informations qu'on peut vous demander. Au niveau de la formule, ils ont comme nous des formules cadres. Vous pouvez également joindre
des formules sous format Excel, de la même manière qu'en Europe. Donc, la période de transition pour la notification est terminée. Donc, en fait, il y avait un temps d'adaptation au moment où le Royaume-Uni est sorti de l'Europe. Et donc, on avait jusqu'au 1er mars pour transférer toutes les notifications du CPNP vers le portail britannique. Et donc, ils avaient mis en place un système où on implémentait directement un fichier zip. Et du coup, c'était beaucoup plus facile. On pouvait mettre plein de zip à la suite. Et ça vous permettait très rapidement de notifier sur le portail britannique. Donc, cette période de transition qui permettait de renotifier tous les produits sur le portail britannique est terminée. Donc, elle s'est terminée en mars l'année dernière. Et donc, aujourd'hui, maintenant, dès que vous mettez un produit sur le marché, donc c'est avant la mise sur le marché, il faut venir notifier vos produits de la même manière qu'en Europe. Les conditions, en tout cas, les exigences restent les mêmes. Et la fonctionnalité zip a été supprimée. Donc ça, c'était juste pour la période de transition, mais en tout cas, cette fonctionnalité a été supprimée. Donc il faut notifier l'intégralité des informations sur le portail britannique. Au niveau de l'étiquetage, donc, comme je vous disais, c'est exactement les mêmes mentions d'étiquetage qu'en Europe, avec les mêmes conditions. Donc, pour la date de durabilité minimale, vous avez soit le sablier, soit le symbole du pot ouvert, avec les mêmes conditions. La liste d'ingrédients selon les mêmes critères, selon Ninki, par ordre décroissant. Donc, tout ça, ça ne change pas. Ça reste exactement les mêmes mentions d'étiquetage avec les mêmes conditions. La seule différence, forcément, c'est la langue d'étiquetage qui doit être en anglais. Donc ici, vous avez les éléments qui sont obligatoires. Je vous les ai remis, mais c'est exactement les mêmes qu'en Europe. Et la petite particularité, donc la seule chose qui diffère par rapport à l'Europe, c'est que vous allez être obligé d'étiqueter le nom de l'APR au Royaume-Uni. Donc pour cette partie, et uniquement pour cette partie de la personne responsable, vous aviez une période de transition de 2 ans qui va s'achever là au 31 décembre 2022. Donc pour le moment, il n'est pas nécessaire d'étiqueter le nom et l'adresse de la PR qui est basée au UK. Donc le nom de la PR basée en UE pour le moment suffit. À savoir qu'au 1er janvier 2023, il faudra que tous les produits soient conformes. Donc le CTPA, dès le début, nous a conseillé d'étiqueter le plus rapidement possible les produits pour que vous ne soyez pas obligé de rechercher tous les produits qui sont mal étiquetés sur le marché. Donc aujourd'hui, vous pouvez sticker le nom de cette PR directement sur vos packs et après, petit à petit, vous pourrez l'ajouter sur vos étiquettes. Alors, on a eu beaucoup la question au début de savoir s'il était nécessaire de souligner l'adresse de l'APR selon le marché sur lequel on était. Donc, souligner l'adresse de l'APR européenne si on vend en Europe et de la même chose, souligner l'adresse de l'APR en Grande-Bretagne si on vendait sur le marché britannique. Alors, c'est pas nécessaire. Le fait de souligner une adresse n'est valable que pour une zone. Donc, si vous avez plusieurs adresses européennes, là, vous soulignez l'adresse où vous avez le DIP et où est basée la personne responsable. Maintenant, si sur votre pack, vous avez une adresse européenne et une adresse britannique, c'est pas nécessaire de souligner l'une ou l'autre, puisqu'en fait, il n'y a aucune confusion possible. La NSM, quand ils vont, ou la DGCRF, quand ils vont lire votre étiquetage, il n'y aura aucune confusion sur où est basée l'APR européenne. Ils vont aller à l'adresse européenne. Et de la même manière pour les autorités britanniques. Donc, il n'y a pas besoin de souligner. Il y a besoin de souligner que si vous avez plusieurs adresses européennes ou plusieurs adresses au UK. Donc là, il faut pouvoir identifier où est la personne responsable. Donc, parmi les souhaits, vous aviez également souhaité un petit zoom sur Reach. Alors, on ne peut pas rentrer dans le détail de Reach. Je pourrais encore tenir une journée sur Reach. Donc, c'est un sujet aussi très complexe. Donc, bon, encore une fois, ils ne sont pas allés chercher bien loin. Ils ont copié-collé notre réglementation européenne en termes de REACH. Donc, REACH, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la réglementation chimique, tout simplement. C'est comme un grand inventaire avec toutes les substances. Donc, toutes les substances qui sont sur le marché doivent être enregistrées, y compris les substances qui sont incluses dans vos produits cosmétiques. Donc, le produit cosmétique en lui-même ne doit pas être notifié dans le cadre de REACH. Par contre, tous les ingrédients qui font partie de votre produit cosmétique, eux, vous devez vérifier qu'ils sont bien enregistrés sous le REACH britannique. C'est la même chose qu'en Europe.
pas de données, pas de marché. Donc c'est vraiment un point d'attention qu'il faut avoir. Il faut vraiment que tous les ingrédients de votre formule soient bien enregistrés dans le REACH britannique si vous mettez des produits sur le marché. Et donc là, ça fonctionne exactement de la même manière qu'en Europe. Donc c'est l'importateur qui devient, entre guillemets, personne responsable pour la partie REACH et qui doit donc faire toutes les démarches. Vous pouvez, encore une fois, désigner une tierce personne qui, pour le coup, s'appelle Only Representative, donc qui est un représentant exclusif. Et donc, c'est cette personne qui s'occupera après de tout ce qui est enregistrement REACH. Donc, encore une fois, toutes les responsabilités européennes doivent être dupliquées pour le marché britannique. Donc, c'est pas parce que votre matière première est enregistrée dans le REACH européen que c'est OK pour le REACH britannique. Non, il faut tout réenregistrer dans le REACH britannique. Donc, forcément, il y a des facilités. Il y a des facilités qui ont été mises en place. Les périodes de transition sont terminées. Mais en tout cas, il y a eu une grande période pour faciliter vraiment les choses. Donc, il y a eu une première période pour les personnes responsables, donc pour REACH, qui étaient basées en Grande-Bretagne. Donc, elles mettaient sur le marché européen, mais elles étaient basées en Grande-Bretagne. Donc là, il y avait une passerelle qui leur permettait directement de dupliquer leur dossier REACH dans le REACH britannique. Et il y a eu un autre système qui permettait de faciliter, qui était ce qu'on appelle le DWIN, donc qui était une notification d'importation. Donc en fait, tous les importateurs sur le marché britannique devaient notifier donc aux autorités compétentes, qui est l'HSE, donc Health and Security Executive, qui est l'autorité en charge de REACH au UK. Et donc en fait, il fallait que tous les importateurs déclarent leur intention de continuer à importer donc vos produits cosmétiques et donc les ingrédients qui étaient contenus dedans. Et donc ça se faisait par le biais de notifications. Donc c'était assez rapide, c'était une notification à faire. Donc voilà, à partir du moment où la personne savait qu'elle allait continuer à importer vos produits sur le marché, il fallait qu'elle notifie directement aux autorités. Donc maintenant que toute cette période de transition est terminée. Donc pour les PR qui étaient basés initialement au UK et pour tous les importateurs, maintenant ils vont mixer un peu tout ça et ils vont faire des groupes, un peu comme en Europe, hein, avec les fameux consortiums, avec un leader. Et ça va permettre d'entamer la phase 2 qui va être la phase d'enregistrement. Donc la première phase d'enregistrement commencera donc en 2023 avec les plus forts tonnages et pour les substances qui sont les plus dangereuses. Donc forcément les CMR, les substances qui sont toxiques pour les organismes aquatiques, etc. Pour les substances candidates, et notamment les SVHC. Donc voilà, donc ça va dérouler comme ça, donc du plus fort tonnage au moins fort tonnage. Donc il était estimé que pour les ingrédients cosmétiques, la deadline qui s'appliquerait le plus à nos produits cosmétiques, ce serait celle des 6 ans. Et donc d'ici 2027, tous les produits qui sont donc, toutes les substances, tous les ingrédients qui sont importés à plus d'1 tonne par an devront être enregistrés. Donc il y a encore cette exemption de tonnage. Donc tout ce qui est en dessous d'1 tonne, vous n'avez pas besoin d'enregistrer. Et les exemptions qui sont aujourd'hui connues dans REACH, les substances naturelles, etc., tout ce qui est aujourd'hui exempté dans le REACH européen est également exempté dans le REACH britannique. Ils ont vraiment repris à l'identique. Et pour le coup, là, ça va beaucoup plus vite qu'en cosmétique, puisque tout... là, c'est plus pour la partie CLP, mais tout ce qui est partie CLP, ça va beaucoup plus vite que pour la partie cosmétique. Et ils ont déjà repris les SVHC, les CMR, etc. Ça va beaucoup, beaucoup plus vite que ce que ça ne peut l'être sur la partie cosmétique. Donc là, pour le coup, on est vraiment en phase et en ligne avec ce qui se passe en Europe. Donc il n'y a pas de grand décalage sur la partie CLP ou sur la partie REACH. Donc une grosse attention sur le UK REACH. C'est pas parce que c'est enregistré en Europe que vous êtes tranquille. Bien au contraire, il faut également dupliquer vos dossiers d'enregistrement dans le UK REACH. Eux aussi vont avoir un inventaire chimique avec des substances. Donc voilà, aujourd'hui, là, ils sont sur l'étape de monter tous ces groupements de personnes, de sociétés qui ont notifié la même substance, de manière à pouvoir mutualiser tous les enregistrements autour d'une substance.
Donc voilà un petit peu pour le Zoom Reach. Catherine, je peux le mettre. Ah ben très bien. Voilà, j'ai fini. Ouais, j'ai fini. Donc merci beaucoup pour votre attention et je reste à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup. J'espère qu'on n'en a pas affolé trop avec toutes ces informations qu'on a données. N'hésitez pas, est-ce que vous avez des questions? Bon, pas de questions à ce stade. En tous les cas, merci à vous tous pour avoir donc donné toutes ces premières informations. Au niveau de l'agence ADOC, nous allons de notre côté terminer ce webinaire. Alors, bien sûr, je sais qu'aujourd'hui, il y a des entreprises hors Occitanie qui participent. Donc, le programme qu'on va présenter là sur ces 5 dernières minutes, malheureusement, hormis si vous déménagez, si vous vous installez en Occitanie, on sera heureux de pouvoir vous accueillir dans notre programme d'action. Mais voilà, pour le moment, malheureusement, ces actions sont réservées aux entreprises du territoire. Alors oui, est-ce que tu pourrais enlever ton partage, Catherine, d'écran? Et alors, je vais partager du coup le mien. En espérant que... hop. Alors, voilà. Donc du coup, alors, il n'est pas en grand écran pour vous? Non? Vous êtes en mode diaporama avec les Alors. notes et la diapo suivante, ouais. Alors, je vais essayer de vous le mettre, s'il veut bien. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon, allez, super. Alors, pour vous dire que bien évidemment, nous, dans notre programme d'action, on a voulu maintenir ou reconquérir donc les positions de la filière bien-être et cosmétique sur les marchés traditionnels de l'Union européenne. Donc notamment pour la filière bio et naturelle. Donc du coup, ce qui voulait dire pour nous de continuer à travailler plus particulièrement l'Europe du Nord, les pays germanophones et le Royaume-Uni, même si on ne traite plus aujourd'hui le Royaume-Uni de la même manière que les pays européens, mais c'était important pour nous de continuer ces démarches et de pouvoir accompagner les entreprises. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans notre programme 2022? Alors notamment déjà sur le Royaume-Uni. Alors ce webinaire a été une première phase pour vous donner un maximum d'informations. Donc bien sûr, les intervenants restent à votre disposition, de manière un peu plus individuelle. Nous souhaitons ensuite proposer une Learning Expedition à Londres, donc du 3 au 5 avril. Alors pourquoi ces dates? Parce qu'on aimerait le faire à l'occasion d'un salon donc, qui se déroule à Londres, le Natural Products, où on voudrait amener les entreprises sur 2 jours, de visite de sites dédiés, visite du salon avec un programme bien spécifique pour l'Occitanie, avec des rencontres d'acteurs clés, des rencontres d'importateurs, des rencontres aussi avec des experts de Business France, puisque c'est une action que nous menons avec les équipes de Business France. Donc des experts marché, des experts également marketing et communication, parce qu'il nous paraît important de travailler ce volet si on veut donc travailler sur le Royaume-Uni. Et ce que nous proposons, donc, c'est cette expédition par ADOC, donc au mois d'avril. Alors, vous recevrez très prochainement l'offre, mais n'hésitez pas à revenir vers nous si une mission telle qu'on la propose vous intéresse. On relaiera aussi l'action de Business France qui est la Beauty Box avec des actions B2B. Donc là, pour des entreprises qui sont vraiment prêtes, vous aurez possibilité de participer à une des actions de Business France entre juin et septembre. Donc juin pour la préparation et septembre, ce sera la phase d'envoi d'une Beauty Box avec une sélection bien évidemment d'entreprises.
Donc, du coup, la Learning Expedition, donc c'est ce que je vous ai expliqué, donc des rencontres avec des acteurs clés. Alors, pour nous, c'est vraiment une première étape, c'est vous nourrir encore plus d'infos, d'aller sur le terrain, de voir le concret et surtout échanger, rencontrer les acteurs qui seraient importants pour vous, pour la suite. Donc, nous organiserons effectivement un dîner avec des importateurs. Donc ça, c'est notre programme sur le Royaume-Uni. Bien évidemment, le programme d'ADOC, alors toujours en partenariat aussi avec Business France, avec la Team France Export, mais également aussi avec Cosmed qui est intervenu. Nous organisons des actions prévues pour 2022, donc prioritairement, comme je vous l'ai dit, sur l'Europe, avec l'Europe du Nord, les pays germanophones. Mais également, on fera une première approche pour le grand export avec les USA et le Canada. Donc, une première approche sans parler d'action vraiment collective, mais plutôt des webinaires, des actions qui pourront être organisées au sein de la maison de New York. On vous en reparlera par la suite également. On vous enverra un peu plus d'infos. Aujourd'hui, en tous les cas, ce qui est lancé, sachez que Natexpo, donc il y a 2 salons en France sur lesquels l'Occitanie participe. Natexpo, donc le salon professionnel de toute la filière bio, qui se déroule cette année à Lyon. Donc c'est une année Lyon, une année Paris. Donc nous serons présents sur ce salon avec des pavillons collectifs et donc des formules différentes pour pouvoir accueillir les entreprises de tout secteur, donc sur la filière bio, bien évidemment. Et nous aurons également, à l'occasion de ce salon, des actions un peu plus spécifiques business et communication, puisque nous mettrons en place un showroom à destination du visitorat et également des actions business sur les pays européens que nous essaierons donc de faire venir, en tous les cas, avec un programme de rendez-vous. Nous avons le salon Made in France à Paris, donc là, qui est un format un peu différent puisque nous sommes sur un format à la fois grand public et professionnel, mais donc l'Occitanie sera présente pour la 2e fois, donc sur un pavillon en novembre prochain. Voilà, en gros, le programme d'action. Bien évidemment, je n'inclus pas tout ce qui est les webinaires, les ateliers, puisque pour compléter notre accompagnement, nous aurons des séries d'ateliers marketing, des ateliers sur le marquage Made in France, d'autres ateliers qui sont prévus et qui seront aussi organisés avec Cosmed. Donc tout ça, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous de manière à ce que je vous donne l'info. Et puis de toute façon, dès que la plaquette est prête, vous la recevrez. Les dernières slides, je ne vais pas les développer parce que je pourrais vous envoyer, si vous le souhaitez, la présentation, simplement pour vous rappeler que les services d'ADOC, de l'agence, ce n'est pas uniquement ces quelques actions qu'on vous a proposées, mais c'est toutes d'autres actions d'outils qui peuvent être utiles pour vous. Donc, tout comme les douanes ont proposé sur les outils des douanes, tout comme Cosmed a des outils aussi qui peuvent vous accompagner au niveau de l'export et au niveau d'ADOC, vous découvrirez d'autres outils qui peuvent voilà, vous aider dans votre développement export. Écoutez, je ne vais pas après développer les autres slides puisque ce sont les maisons, comme on a parlé, donc les maisons de l'Occitanie à l'étranger avec les 3 maisons New York, Casablanca, Shanghai et le bureau de Londres dont Isabelle vous a fait la présentation au début. Écoutez, le webinaire se termine. Je ne sais pas si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas, que ce soit donc sur la présentation en général de tout ce qui a été dit et sur le programme ADOC. Je suis à votre disposition, bien évidemment, avec ma collègue Amandine. Nous restons à votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis allée un peu vite, mais volontairement pour essayer de ne pas trop dépasser quand même les 2 heures de webinaire, parce que j'imagine que vous avez beaucoup d'infos. Des questions particulières? Tout est clair pour vous à ce stade? Bon, mais je vois qu'il n'y a pas de questions.
En tous les cas, nous vous remercions. Nous espérons que ce webinaire aura répondu donc à vos attentes. Bien évidemment, n'hésitez pas. Nous restons à votre écoute. S'il y a d'autres questions, nous vous adresserons les coordonnées de chacun pour que vous puissiez aussi être mis en relation pour des demandes plus particulières et plus perso. Merci à vous tous et je vous retrouve sur une prochaine action, un prochain webinaire. Merci à Cosmed, aux équipes de Cosmed. Merci à Isabelle, à la Maison de Londres et à Juliette des Douanes. Je vous remercie pour vos interventions. Merci Nathalie. Merci à vous tous. Merci, Au revoir. Nathalie. Au revoir. J'ai